ces magnifiques potes de miel pour Noël. Ouh. Salut les gens, bienvenue dans l'épisode 2 sur les maladies. Vous vous souvenez, ça se passe avec Joseph Létondal, le vétérinaire. Et puis là, on va parler de toutes les autres maladies, sauf le varroa qui était l'épisode 1. Voilà, allez, générique. Bon, on dirait pas comme ça, mais un générique comme ça, c'est des heures et des heures de montage, quoi. Mais ouais. Donc là, un épisode assez long, mais bon, c'est sur les maladies des abeilles. Quand on a un bouquin épais comme ça sur les maladies, on va pas dire le bouquin il est trop épais ou il est trop long, quoi. Ben c'est pareil pour les vidéos. Puis encore, on a fait court, je peux vous dire. Vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions en dessous. Joseph, il va répondre. Et s'il répond pas, ben, on fera un petit peu comme pour les varrois, on fera un droit de réponse ou quelque chose comme ça durant l'hiver. Ça peut être bien. Quoi d'autre? Prochain épisode sur la Guyane. Alors ça fera également un épisode assez long parce que ça va être difficile de résumer quelques jours sur place en 10 minutes. Mais voilà, profitons-en. De toute façon, ça va pas durer. Voilà. Non, ben rien d'autre. Profitez bien de cet épisode. Mâchouillez-le en plusieurs fois. N'hésitez pas. Et puis, ben, laissez le petit pouce bleu qui va bien. Les petites commandes de miel pour bien. Il y a du tilleul. Ah, attention. Il y a du tilleul à Émilie et de la forêt à David qui arrive. Mais d'abord la Guyane, d'abord les maladies et ensuite la Guyane. Et après, on sera déjà mi-novembre. Bref. Allez, c'est bon. Donc là, on a vu tous les varrois maintenant. Le reste. Le varroa, on a parlé des seuils varroa. Les seuils varroa, le problème, c'est qu'ils tiennent compte de l'effet parasitaire. Mais il faut tenir compte aussi de l'effet viral. Les conséquences virales de varroa, parce que ça va, pour la plupart des virus, ça va ensemble. Varroa, c'est pas seulement un transport de virus, c'est un multiplicateur de virus, un activateur de virus, c'est voilà. C'est une machine, quoi. Une machine à virus. Donc les virus. Les virus de l'abeille présentent une absence d'enveloppe, donc les huiles essentielles sont inactives sur les virus de l'abeille, puisqu'elles agissent normalement sur les enveloppes virales pour leur activité antivirale. Donc on oublie les huiles essentielles. Il y a des... Non, parce que souvent on veut lutter contre les virus, mais en fait il suffit de lutter contre varroa, quoi. Donc il y a une étude de Mondet en 2014, c'est très intéressant, c'est une étude rétrospective sur l'évolution de la dynamique virale en Nouvelle-Zélande, en parallèle avec l'invasion, avec la progression de varroa dans les îles. Oui. Donc on a réussi à refaire l'historique de l'invasion de varroa avec en parallèle la dynamique virale, comme on a subi nous, mais à l'époque on courait après les traitements contre varroa et on n'a pas trop pensé à faire des recherches en parallèle. Là on a une vision globale, bien analytique de la chose, et on sait clairement qu'il y a une sélection de virus qui sont aptes à être transmis et multipliés par varroa. Et le summum, c'est le virus des ailes déformées, qui s'appelait avant Égypte bivirus. C'est un des 3 virus pour lesquels on a des signes cliniques clairs, qui sont bien définis, qui ont été très étudiés. Donc l'infestation induit des mortalités hivernales de colonies. Ça, c'est des études 2009, Highfield, Genhersch en 2010, Dena en 2012. C'est pareil, c'est pas des vieilles études, hein. On a une corrélation parfaite entre l'infestation par DWV et les mortalités hivernales de colonies. Le problème, c'est qu'en plus, DWV, il est... Alors explique DWV, c'est le virus en anglais. Virus des ailes déformées. Voilà. Wings, voilà. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a traité varroa, le virus, il est dans les abeilles. Oui, alors... Voilà, donc c'est du préventif qu'il va falloir lutter contre DWV en luttant contre varroa. Ouais, une fois qu'il est là, il fait partie des effets collatéraux du varroa. Tout simplement. C'est un pseudopode du varroa, de la varroose. Hein. Ça fait partie de la varroose, les abeilles aux ailes déformées. Okay. C'est décrit dans le syndrome varroose. Donc, il y a une étude suisse, DENA 2013, confirme la corrélation de l'intensité des signes cliniques avec la perte ultérieure de la colonie. C'est-à-dire, si on compte 6 abeilles aux ailes déformées dans une colonie, en fonction de la taille de la colonie, si la colonie est, par exemple, compte 10 000 abeilles, on a 51% de perte de la colonie dans l'hiver, de chance. Punaise. Si la colonie est plus faible, qu'elle a que 8 000 abeilles, c'est 68% de perte de la colonie. S'il y a 15 000 abeilles, on n'est plus qu'à 22%. Donc on a une relation directe entre le nombre d'abeilles aux ailes déformées et la mortalité ultérieure au cours de l'hivernage. C'est quand même assez troublant, quoi. Hein. Ouais. Et c'est directement lié au varroa. DWV, avant que varroa arrive, était juste connu. N'était pas connu pour ses effets sur les abeilles. On avait identifié un virus, voilà. Ok. On mettra des photos, hein, de toute façon. Oui.
SBV, le sac-brood de virus, c'est le virus du couvain saciforme ou saxiforme. Oui. J'ai déjà entendu les deux, je ne sais pas lequel est valable. Moi, je dis saxiforme, c'est vrai. Ouais, donc moi je dis pareil. Un petit mot sur les maladies du couvain, parce que ça c'est une maladie du couvain, à proprement parler, hein, puisque ça va pas atteindre de façon apparente les abeilles adultes. Les jeunes abeilles sont porteuses, de façon inapparente, elles transmettent ça au couvain au cours des soins. Les larves deviennent des espèces de sacs de liquide, avec la cuticule renferme une grosse quantité de liquide, avec la larve qui flotte à l'intérieur, et c'est attaché juste au niveau du bourgeon céphalique, qui sèche, qui devient grisâtre. Et les larves, elles gardent leur forme, comme ça, pointue, dans un couvain qui n'est pas correctement operculé. C'est assez caractéristique, on mettra une photo aussi. D'ailleurs, vous verrez sur la photo, c'est marrant. On voit, c'est pas une infestation massive, hein, il y a quelques alvéoles de toucher. On voit bien l'aspect des larves. Et puis on voit en même temps un petit varroa qui se promène sur les opercules en bas, je crois, sur la photo. D'accord. Ces larves vont finir par sécher si elles ne sont pas évacuées. Alors on peut les saisir délicatement avec une petite pince et puis les sortir, ça fait vraiment un sac d'eau. Ouais. D'ailleurs, on n'en parlera pas du virus de la cellule royale noire, oui. Mais les larves de rennes ressemblent à ça à l'intérieur. Donc le SBV, on a des larves qui finissent par sécher, elles s'aplatissent en forme de barque. C'est caractéristique du SBV. Alors, son impact diminue avec le temps, parce qu'en fait, on a tendance à avoir des nourrices qui deviennent rapidement butineuses, et en fait, ça atténue le problème progressivement, naturellement. Ouais, le problème s'atténue, c'est-à-dire que les larves qui sont, les abeilles adultes qui sont infectées inapparentes, vont butiner beaucoup plus tôt que prévu. Donc en fait, ça les évacue de la ruche. C'est une défense naturelle imprévue de la colonie. Mais enfin, tout ça est lié à... le problème, c'est que son impact diminue au cours de la saison, donc c'est maximal au printemps et ça diminue après. Le problème, c'est que, comme toutes les maladies du couvain, elles épuisent la colonie. Parce que ça oblige les nourrices à travailler dans le vide, ça oblige les nettoyeuses à passer leur temps à nettoyer, et puis ça prive la colonie d'une relève rapide. Voilà. Oui, complètement. Donc les maladies couvain sont toujours ennuyeuses et graves, même si elles sont réputées pas être graves. Les facteurs de risque, c'est la poursuite des mauvaises conditions climatiques printanières, etc. Hein. Donc on va peut-être afficher le tableau des facteurs de risque. Oui, ok. Hein, comme ça on va peut-être pouvoir voir un peu ce qui se passe. Il y a des petits aimants en bas à droite. C'est magnifique, c'est magnifique. Quelle organisation. T'as vu? J'ai fait ce petit tableau qui vaut ce qu'il vaut. J'aurais dû pondérer les coefficients, etc. Je ne l'ai pas fait, voilà, c'est comme ça qu'on le verra. Je vais le scanner et l'afficher en grand. Hein. Là, je le filme en gros plan déjà. Le principe, on a les agents causaux. Chaque agent causal de maladie est ici, en colonne. Les lignes représentent les différents facteurs de risque qu'on a listés parmi les principaux. Et puis à chaque fois, pour chaque facteur de risque, j'ai compté le nombre de fois où il apparaît en face des différentes maladies. Par exemple, il y a un facteur de risque qui intervient que dans une maladie, là. Il y en a pas mal qui interviennent dans toutes les maladies. Il y en a, j'ai mis que les facteurs de risque qui intervenaient directement dans telle maladie. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, par exemple, que l'essaimage va aussi être favorable à la répartition de varroa dans les ruchers. Mais d'un autre côté, l'essaimage est aussi un moyen de lutter contre la varroose pour les ruchers. Donc je ne l'ai pas mis celui-là. Voilà. C'est un petit peu... c'est un peu au feeling, c'est pas une étude, on est d'accord. Hein. C'est juste pour avoir une image, pour voir sur quoi on peut agir surtout. Hein, c'est ça qu'on va dire à la fin. Donc, on a parlé de varroa, des virus qui y sont associés. C'est quand même le principal bioagresseur de l'abeille mellifère, en plus avec ces virus associés. C'est un test de capacité à jouer collectif pour nous les apiculteurs. Hein. On n'aura pas 50 fois l'occasion de s'entraîner. Là, on est en train de se faire bouffer, nous, pas trop, mais le sud-ouest par frelon. Oui. On n'a pas les structures qui sont organisées pour ça. Il y a une thèse qui arrive en 2019 sur le frelon, donc j'en parlerai pas. On attend d'avoir quelque chose de synthétique. Il y a Etina qui arrive, j'espère pas trop vite, mais ça nous pend au-dessus de la tête. Oui. Si on ne sait pas gérer les crises de façon collective, on va se faire manger tout cru. Donc, c'est pas une question d'individualisme ou je sais pas quoi, c'est une question d'efficacité. Si on veut être efficace, il faut jouer ensemble, c'est tout. Voilà. Donc, la lutte collective contre le varroa, c'est un enjeu de taille pour l'apiculture.
On va finir sur les virus avec un virus qui n'a rien à voir avec Varroa, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a été trouvé sur Varroa, mais il ne se réplique pas dans Varroa. Varroa sert de, si on veut bien, de réservoir passif. Alors en l'occurrence, CBPV, ça veut dire quoi? Alors CBPV, c'est Chronic Bee Paralysis Virus. C'est le virus de la paralysie chronique de l'abeille. En fait, on l'appelle chronique, elle n'est pas si chronique que ça évolue assez rapidement, mais elle est chronique parce que par opposition à la paralysie aiguë, on a le temps d'observer des symptômes. Oui. Avec la paralysie aiguë, c'est des effondrements sans symptômes observés, sauf en laboratoire. Alors là, on est sur la paralysie chronique. On appelle cette maladie aussi la maladie noire, le mal des forêts. Oui. Il y a plein de noms, la petite noire et tout. Le virus, il est transmis par frottement des abeilles entre elles à travers la cuticule, en plus des autres voies de contamination habituelles. Il est largement réparti dans le couvain, forte charge virale dans les abeilles malades, les abeilles d'extérieur, et dans les fesses également, dans les selles, dans les déjections, puisque ça engendre également une constipation et puis une dysenterie. Donc ça peut être responsable d'une perte sévère d'ouvrières en saison, et on peut ne pas en connaître la cause si on n'a pas observé les ruches de façon épisodique, très régulière. Oui. Il y a deux syndromes principaux, c'est pour ça que ça a plusieurs noms. Il y a le syndrome de type 1, c'est-à-dire la paralysie chronique. On a des abeilles qui tremblent, on mettra des photos et puis il y a même une petite vidéo que je t'ai laissée. Des abeilles tremblantes, rampantes, ailes écartées, et puis qui sont plus opérationnelles, ça peut aller très vite. C'est fin de printemps, début d'été. On peut perdre un rucher en quelques jours, quoi. Ça ressemble énormément à une intoxication, donc on en dira un petit mot sur les intoxications après. Le syndrome de type 2, il est de meilleur pronostic. On va avoir des abeilles qui sont dépilées, qui deviennent noires, lisses, brillantes, comme si elles avaient été cirées au cirage. Et les abeilles gardiennes ne les reconnaissent pas même, les empêchent d'entrer. Déjà, c'était décrit au temps des Grecs antiques, puisqu'Aristote les appelait les voleuses. Au bout d'un moment, elles finissent par présenter des syndromes paralytiques aussi et mourir. Mais ce syndrome-là atteint en général moins d'abeilles massivement et rapidement, ce qui donne une chance à la colonie de se relever. Alors, il y a le diagnostic différentiel, il a affaire avec la nosémose dont on va parler après, et puis avec les toxiques, les intoxications. Le diagnostic différentiel, il peut être fait en laboratoire. Si on a plus de 10 puissance 8 copies du virus par abeille, on sait qu'on est sur une infection active. Donc ça permet de faire un diagnostic différentiel et puis de faire des recherches éventuellement si on n'avait pas de CBPV. Donc l'intervention des agents qui sont mandatés pour le faire et puis des agents assermentés qui vont faire les prélèvements doit être très rapide. Parce que si jamais c'est une intoxication, en moins de 72 heures, les toxiques, on ne les trouve plus dans les cadavres pratiquement. Les prélèvements phyto, ils doivent être faits rapidement aussi par des gens du SRAL qui se déplacent des fois de 100, 200 km. Ils ne vont pas venir pour un dossier, c'est-à-dire que c'est pas boiteux. C'est pas nous de le faire. Un apiculteur qui va faire des prélèvements et les emmener au laboratoire, ça ne sera pas pris en compte dans la procédure. Ouais. En plus, il va payer les analyses alors que normalement elles sont prises en charge. Donc il y a une procédure qui existe, il faut la faire fonctionner. Oui. Éventuellement, on pourra mettre en annexe le lien, où même tout le monde peut trouver facilement les coordonnées de sa direction départementale des services vétérinaires. Ça s'appelle maintenant DDPP, ça dépend de la préfecture. Et il y a une procédure qui est lancée, où on a une intervention dans les 48 heures, d'où l'intérêt d'avoir fait l'alerte rapidement. Les facteurs de risque, c'est tout ce qui peut léser la cuticule. Alors là, on avait les facteurs de risque pour Varroa, DWV, les facteurs de risque pour SBV. On a une petite différence parce que SBV, c'est une maladie du couvain. Donc les déséquilibres entre abeilles et couvain au début de la saison ont leur importance. C'est-à-dire si le couvain n'est plus assez couvert par les abeilles, ou même si on coupe le couvain avec une cire gaufrée, par exemple, on va avoir une perturbation des soins au couvain et favoriser le développement des maladies du couvain, SBV. Par exemple, CBPV, ce n'est pas une maladie du couvain, on n'aura pas ce facteur de risque-là. Vous voyez ? La dérive, c'est un facteur de risque pour CBPV. L'introdessin, ça peut être un facteur de risque. La densité de rucher, le pillage, la carence protéique et les varroas. Mais tout ça. Voilà, varroa et carence protéique, de toute façon, est toujours en facteur de risque. Parce qu'il y a moins de défense immunitaire, par exemple. Le pillage, parce qu'on a une transmission plus rapide et plus intense du virus. Donc, les facteurs de risque, en gros, ils sont à peu près homogènes entre maladies du couvain. Là, on est sur CBPV. Donc, varroa, carence protéique, pillage, densité des ruchers, introdessin, dérive,
intempéries, froid, exposition du rucher, des ruchers qui sont à l'ombre, qui sont à l'humidité. Ouais. Voilà. Les trappes à pollen qui vont engendrer des micro-lésions de la cuticule et qui favorisent la pénétration du virus. Quand on a un confinement prolongé dans la ruche d'une population importante d'abeilles, on augmente les risques parce qu'il y a des frottements entre les abeilles. Voilà. On continue donc le confinement, on vient d'en parler. Vieille reine, génétique, il y a les défenses immunitaires toujours. Les réserves de miella sont incriminées également. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains types de glucides qui vont engendrer la fragilité envers le virus. Les colonies faibles ou le retard d'élimination des malades. La surveillance insuffisante. Ça, c'est le boulot de l'apiculteur. Voilà. Le boulot. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est particulièrement de la responsabilité de l'apiculteur. Okay. Tout le reste, c'est quelque chose sur laquelle on a éventuellement la main, mais qui se passe à notre insu. Tout ce qui est en rouge, c'est nous. Voilà. Ok. J'en profite pour poser la question de Magali. C'est une des rares questions que j'ai eues sur Je n'ai pas demandé à ce qu'on pose des questions, mais c'était là à propos de la maladie noire. Elle dit « J'ai chaque année 2-3 grosses colonies en entrée d'hiver qui déclenchent une maladie à partir de mi-mai. » Alors, 2-3 grosses colonies en entrée d'hiver qui déclenchent à partir de mi-mai. C'est pas très clair, mais bon. Peut-être, mais ça correspond au facteur de risque. Oui, les abeilles... Colonies populeuses, mais... Ouais, les abeilles deviennent noires luisantes, elles ont que le bout de l'abdomen jaune foncé, elles tremblent. À chaque fois je change la reine, je les laisse élever sur œufs, afin que quand il n'y ait plus de couvain, je traite à l'acide formique pour les varrois. Car on me dit que ça pouvait venir d'une infestation. Le souci, c'est que chaque année, c'est 2 ou 3 colonies comme ça qui ne font du coup rien. J'ai peur de contaminer les autres, même si je fais gaffe à désinfecter le matériel chaque fois. C'est pénible, c'est chronophage, etc. Alors changer la reine, c'est une bonne attitude déjà. Il y a une deuxième attitude qui est importante. Je suis désolé si elle croyait avoir trouvé un bon emplacement, c'est de déplacer son rucher. Mais le confinement, peut-être à l'ombre ou au froid. L'emplacement, il est capital dans la CBPV. De toute façon, les deux mesures à prendre quand on a CBPV, en tout cas, ça n'a pas de varroa. C'est changer la reine, déplacer les ruches. Ouais. C'est les deux choses à faire principalement. Ouais. Voilà. Varroa, c'est un facteur de risque, puisqu'il y a une baisse immunitaire par la spoliation protéique. Ah oui, d'accord. Manque de protéines. De la même façon que le confinement, il agit indirectement par le manque de rentrée de pollen, qui fait qu'il y a un manque d'apport acide aminé, etc. Parce qu'elle le précise. De toute façon, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une maladie, c'est pas juste l'agent causal, c'est l'agent causal avec des tas, des tas d'effets de facteurs de risque et de facteurs favorisants, et c'est particulièrement aigu dans certaines maladies comme la nosémose, qui est pratiquement qui se déclenche pratiquement qu'avec des facteurs déclenchants. Ouais, c'est ce que, là, je n'ai pas lu tout son message, mais on m'a dit que ça pouvait provenir d'un manque de protéines. Oui, bien sûr. Ok. Ça en fait partie. De toute façon, le manque de protéines est le facteur favorisant pour toutes les maladies. C'est clair. Donc, on parlait des toxiques, on finit là-dessus en disant qu'en 2013, il y a des textes assez sévères qui sont tombés au niveau européen pour juger les pesticides. Ils ont été partiellement appliqués pour l'instant, il y a du chemin de fait. Ça peut être mieux, mais il y a déjà du boulot de fait, il y a une prise de conscience. Il y a des procédures qui existent officielles pour faire remonter les cas. Il faut appeler. Mais il faut le faire. Quand les gens ils ont des vrais cas de toxico, ils n'appellent pas. Et ils appellent quand ils ont une mortalité printemps suite varroa. Résultat, quand ça arrive en haut, quand on fait le bilan des cas, on dit vos gars ils ne traitent pas varroa, il n'y a pas de pesticides. Et on ne peut pas travailler avec une base comme ça. Il faut qu'ils remontent des cas réels. Il y en a quelques-uns, mais moi la plupart de ceux que j'ai vus, j'ai rien pu en sortir. C'est mal fait, c'est fait au mauvais moment. C'est un cas qui était mal sélectionné, et puis j'ai connu des cas de toxico probables qui n'ont pas été signalés, parce qu'on avait peur de perdre l'emplacement, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire. Il faut dire que c'est aussi assez compliqué. Regarde-moi, moi qui suis professionnel, là, j'ai quand même une énorme majorité de mes emplacements chez les agris. Alors quoi? C'est aussi de la politique, de la diplomatie. Bien sûr, mais le fait d'avoir des bonnes relations avec l'agriculteur, ça aide aussi à discuter avec lui de la mention abeille, de plein de choses, de la potentialisation des fongicides avec les insecticides sur le colza. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Il y en a qui, de bonne foi, quand il y a un produit mention abeille, vont l'utiliser sur des cultures avec des abeilles. Quoi. Parce que là, mention abeille, alors qu'on a le droit de mettre sur fleurs, mais en l'absence des abeilles. Quoi. Voilà. C'est une méconnaissance. Donc c'est juste, mais de toute façon, la plupart du temps, même entre apiculteurs,
Oui. Il y a un manque de communication qui est manifeste. Bien sûr. Voilà. On Donc fait- la communication ouvre pas mal de portes. Et puis, il faut utiliser les voies qui existent. Il existe aussi des consultations sur Internet, sur le site de l'EFSA, où on peut aller dire son avis sur des pesticides. Tout le monde, tous les citoyens, c'est des enquêtes publiques. Et une fois que le produit a été accepté, c'est archivé, c'est encore consultable. Bon, c'est un peu chronophage, c'est en anglais, tout ça. Mais si on ne le fait pas, ils disent c'est que les citoyens s'en fichent. Il faudra qu'on mette le lien, ça aussi. Ouais. C'est le site de l'EFSA. Il n'y a pas que les produits phytosanitaires qui intoxiquent les abeilles. Hein. On a alors, ce qui avait été une étude qui a listé, ingestion de pollen, nectar ou miel potentiellement toxiques s'ils sont butinés en exclusivité. Certains tilleuls, renonculacées, astragales, euphorbes, jusquiam, spirées, rhododendrons, vérâtres, miellat de forêt par exemple. Mauvaises pratiques apicoles liées notamment à la gestion des maladies, de la cire, avec l'accumulation des lipophiles, de la nourriture, des produits d'entretien. Voilà. Ouais. Et en dernier, pratiques agricoles ou de particuliers dans le voisinage des colonies. Donc il n'y a pas que l'agriculture. Hein. Il faut commencer par se regarder soi. Des fois, il y a des choses à améliorer. Donc on a dit les toxiques se dégradent très vite, les prélèvements n'ont pas de valeur s'ils sont faits par vous, et les procédures sont prises en charge par l'État. Alors il faut appeler au plus vite la DDPP. Voilà. Sachant que les pathologies, la toxico-chronique, c'est quelque chose qui est mal documenté par la science. Il y a beaucoup de travaux en ce moment là-dessus. D'ailleurs, à le congrès de l'AFNOSA à Mâcon, il y a Luc Belzins qui va faire une intervention là-dessus. Il y a toute une après-midi prévue pour ça. À mon avis, il y aura des choses intéressantes. Voilà. On a fini sur CBPV, je pense, sur la toxico, sur les virus et varroa. Les nosémoses. Alors on parle de nosémose au pluriel, hein, parce que donc c'est une maladie qui est dont la forme infectante est une spore, donc une forme de résistance, qui est assez grosse, qui doit faire 5 microns, je crois. Elle va parasiter le ventricule et va envoyer un filament polaire qui rentre dans la cellule du ventricule et qui fait transiter le matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Puis après, il y a tout un processus de fabrication de spores, etc., de relibération dans le ventricule. L'abeille, elle se remplit de spores, elle est constipée, elle a l'ampoule rectale qui est pleine, et puis après, il y a de la dysenterie. Donc ça, c'est la forme de nosémose, disons, la plus connue. La spore, elle résiste assez longtemps, quand même, à 1 an dans les selles là qu'on voit les traîner sur la ruche et tout ça, ou sur les têtes de cadre. Ça peut être détruit à 60 degrés, parfois par le froid. Ça, c'est le type A. Ça, c'est la spore de Nosema. Ah. Alors on a Nosema apis et Nosema serranei. Apis et serranei. Alors comme leur nom l'indique, nous qui vient l'apis serrana. Ça c'est la nosémose traditionnelle, celle qui est classée en danger sanitaire de première catégorie. Donc suspicion déclenche obligatoirement une déclaration. Test. Pris en charge aussi par les pouvoirs publics. Nosema apis, c'est plutôt une maladie du froid, maladie du début de la saison, de l'hiver. Hein, on le voit dans les facteurs de risque. Ici, on a intempéries, froid, exposition du rucher, humidité, qu'on n'a pas dans la nosémose C. Nosema apis, ça rend le tube digestif complètement œdémacié. On peut en faire le diagnostic si on... Alors oui, le test, tu disais justement, qu'est-ce qu'on fait, nous, apiculteurs? Alors le test, c'est d'appeler. Parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Oui, mais c'est trop tard à ce moment-là. Quand on s'en rend compte, elle a crevé, notre colonie. Non, pas obligatoirement. On commence à avoir des déjections. On voit des abeilles qui sont traînantes, rampantes. Elles sont sur les brins d'herbe, elles n'arrivent pas à remonter. Elles traînent, elles rampent. Elles se réunissent en soleil, comme ça, toutes comme si elles étaient en réunion. Mais là, elle a eu confusion avec intoxication. Elles ont dysenterie. Non, pas trop. Parce que c'est vraiment en fin d'hiver, hein, c'est une période où on n'a encore pas trop de traitement, pas de... Donc oui, c'est d'accord. Alors à ce moment-là... Alors les facteurs de risque, hein, on voit, c'est aussi, on a réserve de miella, hein, on retrouve le facteur de risque réserve de miella, qui partage avec le CBPV. Il peut y avoir une confusion aussi parce qu'on a des abeilles traînantes, gonflées, dysenterie. La dysenterie, normalement, ça ne trompe pas. Il y a toujours une petite confusion possible avec d'autres maladies. Donc, de toute façon, CBPV, on a possible une confusion avec toxico ou avec nosémose. Donc, quoi qu'il en soit, il y a appel. Puisque déclaration obligatoire, procédure toxico. Voilà. Donc, ça doit déclencher un appel. Après,
les souillures, elles ne sont pas pathognomoniques. Il peut y avoir pathognomonique, c'est-à-dire caractéristique de cette maladie-là. Puisqu'on a vu qu'avec, par exemple, CBPV, on pouvait avoir aussi de la dysenterie. Patho quoi? Pathognomonique. C'est un terme qui existe et qui est utilisé souvent en médecine. Ça, un motus, tu mets des points avec ça, quoi. Ouais, c'est trop long, t'as jamais de mot aussi là. La nosémose de type C, un Nosema serranée, elle a tendance à prendre le pas sur Nosema apis. Par exemple, dans l'étude épilobée qui a eu lieu en 2012-2013, il y avait 96% des prélèvements positifs à Nosema qui étaient représentés par Nosema serranée. 96%, c'est pas rien quand même. C'est en train de supplanter Nosema apis dans les ruches, à tel point que Nosema apis est considéré comme mineur maintenant. Ouais. Bien que ça soit un DSA. Nosema serranée est beaucoup plus insidieux. Il y a certains chercheurs au départ qui ont dit que c'était une maladie inexistante, mais c'est quand même assez bien documenté maintenant. Le diagnostic est difficile, ça se développe en conditions plus chaudes, plutôt en saison. Pas de diarrhée ni d'abeilles rampantes, c'est une étude d'Igus en 2010. Alors, dépopulation le plus fréquemment notée avec baisse de production en période chaude, fin d'été, nosémose sèche, sans signe nerveux, mortalité de reine sans explication. Ça ne dit rien ça? C'est chaud ça. Hein? Baisse de population en fin d'été avec mortalité de reine sans explication. Bah, c'est ce que j'entends dire sans arrêt. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça correspond quand même à des tableaux cliniques qui sont fréquemment rencontrés. Et perturbation, communication et répartition des tâches, parce que ça perturbe l'éthyloléate, qui est un message chimique de répartition des tâches dans la ruche. Ça, c'est une étude de Dussoba en 2010. Il y a une baisse d'immunité par affection des peptides antimicrobiens et de longévité. Ça, c'est une étude antunaise 2009. Dégénérescence des ovaires de la reine, supercédure, baisse de population et de production, étude de Halo en 2011. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas, on rigole pas avec. J'avoue. Mais c'est insidieux, c'est pas facile d'en faire le diagnostic. Ouais, complètement. Et puis, ça peut passer pour j'allais dire, on va confondre avec le varroa. On a quand même les signes cliniques du varroa avec les abeilles des ailés, la tête qui sort avec la trompe. Ouais. Donc là, on peut pas trop confondre quand même, quoi. Bah, ça, c'est vraiment la forme avancée de la varrose. Oui, mais alors, ça peut être lié, encore une fois, quoi. Ça peut être lié, ça peut être concomitant, ça peut y avoir plusieurs... Donc, il n'y a pas de traitement. Hein. Depuis 2002, il n'y a plus de traitement. La fumagiline entraînait l'accumulation de résidus très dangereux pour l'homme dans le miel, qui durait plusieurs années. Donc, on peut suggérer, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est pas moi qui le raconte, invente. Nosevit, Paris Guess en 2014, Hive Alive, donc je fais pas de pub, mais je cite des études, par Caristos en 2015. Il y a même une étude de Nanetite 2015 qui mentionne l'acide oxalique, qui pourrait avoir un effet. Donc la désinfection, c'est chalumeau. Hein. Les cires, 30 minutes à 100 degrés. Les hausses, alors on suggère des vapeurs d'acide acétique, mais il faut bien aérer après. On est embêté avec ça, parce que il faut attendre encore quelques études pour avoir une vue d'ensemble là-dessus. C'est un pathogène opportuniste, de toute façon, le noséma. Il faut une ingestion de spore plus des facteurs favorisants pour déclencher la maladie. Si on n'a pas les facteurs favorisants, la maladie, même si la spore est là, elle ne se déclenche pas. Elle se déclenche pas. Voilà. Donc les facteurs de risque, on les a ici. En plus du fait que les caucasiennes et les italiennes sont mentionnées comme étant plus sensibles, on a varroa, carence protéique, pillage, densité de rucher abandonné à proximité, SMH, introduction d'essaim, dérive. Alors, pour noséma type A, il y a intempérie, froid, exposition rucher, humidité, on en a parlé. Confinement, pareil. Changement de cire insuffisante, puisqu'il y a des spores. Chaque fois, tout ce qui peut transporter des spores est à risque. Donc, changement de cire insuffisante, cire de mauvaise qualité, c'est-à-dire comprenant des spores, donc qui n'ont pas été passés à 100 degrés pendant 30 minutes. Faire attention aux cires qu'on récupère. Des vieilles reines, génétique, hygiène de la colonie. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis pour la nosémose type C? Ouais, j'ai un bug là par exemple. Là. Oui, il faut mettre 7, 3 là. Voilà, on va la mettre tout de suite. Puis là c'est 7. Réserve de miel A pour la nosémose type A uniquement avec confinement et mauvaise exposition, puisque c'est un problème de période froide. Transfert de cadre, toujours les spores, tout ce qui peut transporter des spores. Nourrissage au miel avec des spores. Dans le miel, ça dure 4 mois, je crois, les spores. Colonie faible ou retard d'élimination de malades. Surveillance insuffisante. Portage par le matériel. Lève-cadre, gants. Désinfection insuffisante. Voilà. Voilà les facteurs de risque de la nosémose, qui est une maladie d'adulte, des 3 castes d'abeilles adultes. À partir de maintenant, on va voir plus que des maladies du couvain.
Alors si je parle des facteurs de risque, c'est parce que ça va entraîner un impact sur les bonnes pratiques. Oui, c'est-à-dire que comment je tue SBV, les gens ils vont se demander comment je vais tuer SBV. Il ne faut pas se demander, il est là de toute façon, on ne peut pas le tuer. Ouais. Donc il faut s'occuper de pas, la maladie ne se déclenche pas. Le problème c'est qu'avec tout ce qui arrive en plus, on a la varroa, après maintenant il y a frelon, après il va y avoir peut-être Etina, etc. Ça fait beaucoup de choses qui s'empilent, et puis on ne peut pas dire qu'on va dire on va en éliminer au moins 2-3. Il y a des ruches, il y a tout dedans. Donc celles-là, elles ont intérêt de rester en méga équilibre. Oui, comme tu disais, c'est un équilibre. C'est un équilibre, on en parlera avec les bonnes pratiques. Donc tendu, quoi. Les maladies du couvain. Donc il y a plusieurs milliers de visites qui sont faites aux larves, dont plus de 1000 repas par les nourrices. Ouais. Donc tout ça, ça entraîne une circulation entre le jabot des nourrices, etc., de plein d'agents causaux de maladies. On mettra une photo de couvain sain et puis une photo de couvain mosaïque pour montrer ce que c'est un couvain sain et puis un couvain moins sain. Quoique, j'ai vu dans la vidéo à Pinov, là, que maintenant, il y a avec l'histoire des désoperculations, oui, on travaille sur la désoperculation rapide, donc on a des couvains qui sont un peu moins homogènes. Oui. Voilà. Oui. Bah, en tout cas, ça prouve que ça reste une idée quand même. Il y a des trucs qui sont allés désoperculer certaines cellules, quoi. Et là, on va attaquer les maladies du couvain. Donc on commence par les mycoses. Bon, après, on avait déjà vu une maladie du couvain, c'est celle-là, hein, d'accord? Oui. Mais on l'avait mise parce qu'elle est virale. On l'avait mise avant. Elle est virale, oui. Voilà. Tout ça, c'est maladie du couvain. Mycose, loque américaine, loque européenne. Les mycoses, c'est, entre guillemets, un champignon. C'est la famille champignon, c'est pour ça qu'on appelle ça une mycose. C'est Ascosphaera apis, qui s'appelait Péricystis avant. Alors il y a une autre mycose, l'aspergillose. Il y a les mêmes facteurs de risque. Donc comme le but, c'est pas de tuer l'agent, on a vu que parfois on est démuni, voire on n'a pas de possibilité de le faire. Comme c'est le même facteur de risque, de toute façon, si on fait le boulot pour éviter Ascosphaera, on évite Aspergillus aussi. Oui, c'est logique. C'est ça l'important. Il faut être dans cette logique-là. Il faut offrir un terrain défavorable à l'agent causal. Il ne faut pas essayer de se battre contre l'agent causal, il est partout. Donc les résistances. La forme infestante, c'est une ascospore. C'est encore une spore. Elle résiste une quinzaine d'années à peu près dans le milieu extérieur, 2 ans dans le miel, et la spore, elle va infester la larve, elle va être activée, je crois, comme noséma par CO2 dans le tube digestif de la larve, une larve de 2-3 jours. La spore, elle germe, elle donne un nif, et l'if va être prolongé par un mycélium, et le mycélium, il est soit, entre guillemets, plus ou moins, quoi. Oui. Mâle ou femelle, enfin, c'est pas vraiment ça, mais... Et quand les mycéliums complémentaires se rencontrent, ça crée ce qu'on appelle des corps fructifères, qui vont donner naissance à des nouvelles spores, ascospores. Alors quand vous avez des larves qui sont déjà très avancées dans l'invasion par les mycéliums, ça fait comme des petits fromages de chèvre, des petites momies blanches. Au début, on mettra une photo. Hein. Au début, donc c'est une maladie du couvain fermée. Les abeilles désoperculent le couvain. On voit d'ailleurs, c'est ouvert comme une boîte de conserve. On voit bien que c'est pas ça n'est pas resté ouvert, ça a été operculé puis désoperculé. Ça fait comme une espèce de petit œuf au plat dans l'alvéole. Ça commence comme ça, parce que le bourgeon céphalique reste jaune et tout le reste devient blanc envahi par le mycélium. Après, la réunion des mycéliums, quand ils sont complémentaires, donne les corps fructifères. Donc il y a certaines momies, après ça sèche, ça devient tout sec, tout dur. Et il y a certaines momies qui restent blanches, et il y en a d'autres qui deviennent verdâtres ou noires. C'est celles qui contiennent les corps fructifères. Donc celles qui restent blanches ne sont pas a priori contaminantes. Celles qui sont vertes ou noires sont très contaminantes. C'est 1 milliard, je crois, de spores par momie. Donc le couvain mâle est proportionnellement plus touché. Hein, c'est reconnu. Il y a un fort accroissement depuis les années 90. C'est ce qu'on appelle la maladie du couvain plâtré, par opposition au couvain pétrifié qu'on donne comme nom à l'aspergillose. Et on a plus souvent comme du couvain plâtré. Alors, les varroas font partie des facteurs de risque majeurs, puisqu'il y a une étude ETC 2011, varroa, cause majeure favorisante par fragilisation à l'entrée de l'hiver. Dans les facteurs de risque de la mycose, il y a varroa, carence protéique, toujours pour les défenses immunitaires, bêtement. Il y en a une que j'ai oublié de mettre, c'est les antibiotiques. Parce que les petits malins qui croient qu'ils luttent contre la loque avec les antibiotiques, ils déclenchent de la mycose plein pot. Hein. Puis en plus, ils rendent les abeilles hypersensibles aux acaricides. C'est-à-dire qu'elles vont supporter des doses, elles vont mal supporter des doses très basses d'acaricides. Super. Voilà, super. Bravo aux antibiotiques. Donc la mycose, varroa, carence protéique, pillage. De toute façon, tout ce qui peut transporter des spores, comme pour la nosémose, hein, parce que c'est des spores. Hein. Les spores sont résistantes, elles sont transportées activement ou passivement.
Pillage, concentration, rucher abandonné, essaimage, introduction d'essaim, déséquilibre, abeille-couvain toujours. Hein, le couvain, s'il est mal soigné, il va se refroidir, il peut attraper un refroidissement. C'est la cause favorisante numéro 1 pour la mycose. C'est pour ça que c'est souvent en fin d'hiver qu'on y voit. Ouais. Alors il y a une génétique qui joue aussi, l'abeille noire est connue pour être un petit peu plus terrain favorable à l'apparition des mycoses. Ouais. Déséquilibre abeille-couvain, on l'a dit. Autre maladie du couvain, puisqu'une maladie du couvain va affaiblir le couvain, va fatiguer les nettoyeuses, donc favoriser aussi le développement d'autres maladies du couvain. C'est pas rare de voir un cadre avec de la mycose, de la loque européenne, et ainsi de suite, du SBV. Voilà. Surtout en début de saison. Autre maladie de couvain, la dérive, parce que transport de spores, intempéries, froid, exposition, rucher, humidité, ça c'est des facteurs spécifiques à la mycose, comme on avait pour la nosémose ou le SBV. Changement de cire insuffisante, toujours, ou cire de mauvaise qualité, toujours à cause des spores. La génétique, hygiène de la colonie pour le nettoyage. Alors, au début on voit ça dans le couvain, même des fois quand le couvain n'est pas désoperculé, on secoue le cadre, ça fait comme un grelot. Ouais. Les momies, on peut les trouver au fond de la ruche, on peut les trouver sur la planche d'envol, devant la ruche. Les abeilles, elles font du nettoyage. Quand alors, le coup du grelot, c'est quand c'est pas désoperculé, qu'il y a la momie dedans, puis il y a les larves dedans. Même si c'est désoperculé, de toute façon, la larve, elle se balade comme ça. Voilà, dedans, ça elle tape et ça fait un petit bruit, quoi. Ouais. C'est parce que c'est dur et c'est pas adhérent. Hein. Oui, c'est sec. Donc la mycose, on en était là. Transfert de cadre, bien sûr, toujours à cause des spores. Si on n'utilise pas de grille à reine aussi, hein, tout ce qui est spores, ça va se balader. Nourrissage au miel. S'il y a des spores dedans. Colonie faible ou retard d'élimination de malades, ben, ça aggrave les phénomènes de transmission par la dérive. Surveillance insuffisante. Oui, ben, normal. Voilà, si on arrive quand il y a déjà plein de momies devant la ruche, c'est qu'il y a déjà du mal de fait, quoi. Après, peut-être la colonie peut s'en débarrasser, mais toujours on dit maladie de couvain, affaiblissement de la colonie par manque de relève et fatigue des abeilles d'intérieur. Portage du matériel, toujours désinfection insuffisante. Voilà. Donc ça, il y a un seul traitement qui est évoqué, des fois, huile essentielle de sarriette des montagnes. Ouais, voilà. Bon, c'est anecdotique, de toute façon, il n'y a rien d'homologué. Et on va travailler sur les facteurs de risque avant tout. On attaque le gros morceau. Alors, on est toujours dans les maladies du couvain. Dans les maladies du couvain, mais là... Il y a 2 heures de vidéo et on attaque le grand morceau. C'est celui que tout le monde attend. Oui. Hein, voilà. Les Américains. 2 maladies bactériennes. Donc ça c'est fongique, ah, oui, oui. Ça c'est parasitaire, et ça c'est viral. Ça c'est viral. Viral, parasite, et puis ça c'est parasitaire aussi. Après il y en a d'autres qui sont classés dans les ravageurs, dans les prédateurs. Pour l'instant on reste dans ce qu'on appelle les maladies. Alors il ne faut pas mélanger, on va parler de ça justement pour les bactéries, il ne faut pas mélanger la maladie et l'agent causal. C'est-à-dire que le danger sanitaire, c'est la maladie, c'est pas l'agent causal. Alors justement, on va dire... La loque américaine, c'est la maladie qui est déclenchée par l'infection d'une colonie apparente par Pénibacillus larvae. La bactérie. La bactérie. Mais la bactérie n'est pas la maladie. Non. Il peut y avoir une ruche qui est porteuse de spores de Pénibacillus et qui n'a pas la loque américaine. Hein? C'est important ça comme notion, c'est très très important. Donc en fait, il ne faut pas confondre, il faut faire gaffe parce que vous allez voir aussi dans des études des Pénibacillus alvei. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est une autre bactérie qui est du même genre mais pas de la même espèce. Donc, là on va parler de la loque américaine. Elle déclenche pas de maladie, elle? On va en parler après. D'accord, d'accord. Oui. La loque américaine, c'est un danger sanitaire de première catégorie. Donc déclaration obligatoire en cas de suspicion. Ne serait-ce que parce qu'on va voir qu'il y a tellement de rapprochements possibles avec d'autres maladies, ou alors des fois des cas qui ne sont pas typiques, qu'il faut absolument lever le doute. Alors, on n'a pas le droit de rester sur un doute avec la loque américaine. C'est une bactérie Gram plus qui sporule, c'est-à-dire qu'elle fabrique des spores comme là, hein, mais c'est une spore qui est, attention, mousse costaud celle-là. Oui. Elle résiste 40 ans dans le milieu extérieur, plus d'1 an dans le miel, 30 minutes à ébullition dans le miel. Ah oui. Elle résiste à la plupart des désinfectants courants à des concentrations habituelles. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... C'est une plaie. Ouais, c'est une plaie. Voilà, c'est vraiment le chewing-gum sous la chaussure. C'est une maladie du couvain operculé.
des 3 castes. La larve, elle est contaminée dans les 48 premières heures du stade larvaire. Les symptômes, elle va être atteinte de façon un peu différente en fonction de la souche de bactéries qu'il atteint. C'est-à-dire que la souche de Pénibacillus, on a 4 souches, on a Eric 1, 2, 3, 4. Nous, on est principalement touché par 1 et 2. Donc la souche Eric 1, elle tue à peu près en 12 jours. Et elle te... C'est le nom de découvreur ou non? Purement. Elle tue en 12 jours. 12 jours. Et donc on va bien être dans le cadre du couvain operculé. Oui. Puisque l'operculation aura déjà eu lieu. Et ça fait vraiment des masses filantes, gluantes, on ne peut pas se tromper, quoi. Le test à l'allumette, on mettra des photos. Oui, je vais amener des photos de couvain et de tests de l'allumette. 2 tests. Voilà. L'instrument très technologique à avoir au rucher, l'allumette. Ou le cure-dent, ou des fois une branche d'aubépine à côté, ça fait l'affaire aussi. Les larves sont tuées. Par Eric 1 en 12 jours, on parle vite d'Eric 2. Eric 2, 7 jours à peu près. Et c'est pas aussi évident que ça, la masse filante et gluante. Ça évolue plus lentement. Du coup, les abeilles, des fois, elles ont le temps de nettoyer. D'accord. Donc, on a des diagnostics, des faux négatifs. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a pas de souci, puis en fait, il y en a. Ah, okay. C'est pas évident à diagnostiquer, d'autant que Pénibacillus alvei, parfois, ça lui arrive de filer. C'est la bactérie qui intervient surtout dans les cas de couvain refroidi. Pénibacillus alvei. Ça lui arrive de filer, donc on peut avoir confusion. Et puis la loque européenne, elle file un petit peu, mais on va voir que la larve, elle reste intacte. Donc ça fait un fil, mais c'est pas vraiment élastique. Donc quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'a pas une observation courante de ces choses-là, peut faire la confusion. Dans le doute, on déclare. D'accord. Voilà. Donc on peut avoir des fils imparfaits sur la loque américaine et des fils ressemblants sur d'autres cas. Mais quand même, quand on fait un vrai fil de loque américaine sur une Eric 1, on peut pas l'oublier. Ça fait des fils de 10-15 cm. Hein. Ah ouais? Ouais, et puis ils sont bien homogènes tout le long, vraiment comme la fondue. Hein. Ouais, je sais. Donc ces larves-là, qui sont complètement déstructurées, puisque la cuticule est détruite, on n'a plus qu'une flaque dans l'alvéole. Oui. Les abeilles, elles ne savent pas nettoyer ça. Elles n'y arrivent pas, elles en foutent partout dans la ruche, elles s'en mettent partout dans le jabot, partout, des spores, plein. Une larve, elle est infestée par une dizaine ou une vingtaine de spores. À la sortie, la masse filante gluante, ou l'écaille qui va être obtenue par dessèchement de cette masse filante gluante, au cas où l'abeille n'a pas eu le temps de nettoyer ou qu'elle n'a pas désoperculé, etc., c'est jusqu'à 2 milliards, je crois, de spores dans une flaque, comme ça. Donc de quoi infester 200 millions d'autres larves. Enfin, c'est colossal. Donc c'est vraiment un danger important. Il n'y a plus de relève, la colonie est malade, le couvain est en mosaïque. Alors, des fois, ce qu'il faut explorer, c'est les alvéoles qui n'ont pas été désoperculées, qui n'ont pas pu naître en bordure de zone de couvain. Oui. C'est là qu'on va en trouver souvent. Les abeilles n'ont pas désoperculé, elles vont aller s'occuper du centre du couvain. Et puis on va trouver, c'est souvent en extérieur qu'on va les trouver, quand c'est pas évocateur. Alors l'alvéole, elle devient marron, comme cirée, au lieu d'être pulvérulente, un petit peu poudreuse, comme ça, comme elle est, bien bombée, il y a une photo de ça. Homogène. Elle devient marron, cabossée, bosselée, enfoncée un peu, et puis il finit par se fissurer, se percer, se perforer, se trouer. Souvent des fissures sur le bord de l'alvéole, de l'opercule, et puis après, quand elles essaient de désoperculer ça, elles en mettent partout. Quand on fait le test de l'allumette, on va trouver ça surtout dans des alvéoles operculées, mais parfois dans le cas de Eric 2, dans des alvéoles pas encore operculées. Ah oui, d'accord. Donc, d'où confusion possible avec la loque européenne. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans le doute. Hein. Donc, on signale aussi des odeurs de colle, des odeurs soufrées. Oui, ça pue. Quand on arrive à l'odeur, excuse-moi, mais c'est la destruction. C'est déjà trop tard. C'est la seule solution, même en début de saison. Voilà. Donc on a parlé des cellules qui restent operculées en bordure à examiner en priorité. Alors des fois c'est des abeilles qui ne sont pas encore nées tout simplement, mais il faut quand même aller voir ça. Le doute doit toujours être levé. On oublie les antibiotiques. C'est interdit. Interdit. Les antibiotiques, il n'y a pas de dose définie déjà pour commencer la posologie. Personne n'est capable de dire ce qu'il faut mettre. On dit, on n'a qu'à faire ce qu'on faisait avant. Oui, mais on ne savait pas. On avait fait au hasard. Donc, les antibiotiques ne sont pas efficaces contre la spore. Elles tuent que les formes végétatives.
elles vont créer des colonies qui hébergent une quantité colossale de spores sans être malade. Quand on a, par exemple, un miel qui contient plus de 5000 spores par gramme, on sait que c'est et que la colonie est apparemment saine, on sait que c'est une colonie qui est traitée aux antibiotiques. Ah oui, d'accord. C'est facile à savoir. Hein. Les antibiotiques laissent des résidus dans le miel. Il y a des dangers pour la santé humaine. Ça favorise, on a dit, les mycoses, sensibilise les abeilles aux effets indésirables des acaricides. Et surtout, c'est interdit, tout simplement. Voilà. Donc la désinfection, il va falloir employer de l'eau. On peut employer de l'eau de javel, mais pas au dixième. On ne prend pas de l'eau de javel à 2,6% en bouteille, diluée au dixième. Hein. Alors, quel est le bon pourcentage? Ça, c'est pour l'entretien classique et récurer son parterre. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour la loque américaine, ça va être javel. Alors, nettoyage, désinfection, toujours. La désinfection ne va pas toute seule. On étale un carton, quelque chose par terre, on gratte les matières organiques. Oui. Ça, c'est du préventif, hein, on parle. Hein. Oui, c'est avant que la maladie arrive. Ah, oui, oui. On est bien d'accord. On gratte sur le carton. Comme tu fais, tu désinfectes, tu grattes, tu nettoies et tu désinfectes. Voilà. Tu as déjà fait une vidéo avec ça. Oui. On gratte, non, mais, on désinfecte tout ce qui est bois à la flamme, jusqu'au brunissement du bois. Tout ce qui ne peut pas être fait par le javel, en fait. Voilà. Alors c'est même préférable de le faire c'est même préférable de faire le bois au chalumeau. Oui. Voilà, simplement. Et là, il faut bien brûler. Hein. Bien brûler. On brûle après aussi le carton avec tout ce qu'il y a dessus. Oui, évidemment. Tout ce qui peut porter des spores. On n'oublie pas de désinfecter correctement aussi son F4, ses gants, etc. Alors évidemment, les gants, on ne va pas les passer à la flamme. Justement. Donc ça, c'est l'utilisation de la javel. Tout ce qui ne passe pas à la flamme, c'est javel. Il n'y a pas d'autre choix? Si, il y a des autres choix, bien sûr. Par exemple, la lessive de soude. Il y a des bains pour les corps de ruche, par exemple. C'est 160 degrés pendant 10 minutes. Pour les gants, par exemple. De cire microcristalline ou de paraffine. Sinon, tu as parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas utiliser la javel, mais la soude, c'est le même combat. C'est quand même si tu veux utiliser à froid, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est l'eau de javel. Javel. Ou, je t'avais passé un truc, un coup de fusée, la poudre là. En fait, c'est homologué en sporicide. Mais je voulais voir le côté pratique, comment ça se passait. Parce que l'avantage, c'est que tu descends à 5 minutes de temps de contact. Tandis que là, pour avoir un effet sporicide de la javel, la norme européenne, 13 000, je ne sais plus combien là, c'est 1,04%, 15 minutes à 20 degrés. Alors évidemment, hein, les gants qui surnagent sur la javel, sert à rien du tout. On prend un caillou, on met sur les gants. Il faut que ça soit immergé, tout ça. Tout doit être trempé. C'est pas juste une pulvérisation et on rince. Alors 1,4% pendant 15 minutes à 20 degrés. Ça, c'est la norme. Donc, comme on ne maîtrise pas certains paramètres comme les 20 degrés, la température de l'eau, la température de l'air et tout ça, on va mettre 1,3%, je vais t'expliquer pourquoi, pendant 20 minutes. Parce qu'en plus, souvent, on a la montre qui va vite. Si on augmente la concentration et le temps, Non, je veux dire, 1,3, c'est pour éliminer les facteurs de variation qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et puis, parce que par exemple, ton eau de javel, elle va s'évaporer plus vite s'il fait chaud. Donc, elle va perdre son activité. Donc, si tu veux, pendant les 20 minutes, avoir une activité maximale, puis souvent, tu vas préparer ton bain d'eau de javel, tu vas tremper plusieurs trucs dedans, tu vas pas la changer à chaque fois, surtout quand on a fait 100 litres. Ah ben justement, moi c'était ma question, parce que justement, quand je fais ça, j'en rajoute au fur et à mesure. Ah ben, le mieux, c'est de rajouter au fur et à mesure. Et je connais pas ma concentration. Si il fait froid et que tu es au froid, tu n'as pas besoin. Donc, ton eau, elle doit être autour de 20 degrés. Oui, mais tout ça, je maîtrise pas. Moi. Je connais pas ma concentration. Eh ben, mon temps de trempage de 20 minutes, c'est-à-dire que quand je fais ça, ça dure longtemps. J'en ai pour plusieurs heures. La forme de commercialisation de la javel, en gros, on peut résumer, tu as du 2,6%, du 9,6%, c'est plus industriel, pour les terrasses et tout ça, et puis des pastilles. À 0,5, je crois, par pastille, ça. Enfin, je sais plus ce que c'est l'unité, mais moi je garde, on peut pas recalculer tout à chaque fois, on peut pas réinventer la roue à chaque génération. Comment on fait, simplement. Donc moi j'ai mes moyens, je sais qu'il faut faire ça, je l'ai calculé, je me suis bien cassé la tête à calculer ça, maintenant je le sais, j'y bouge pas. Alors dis-moi. Alors, si tu as de l'eau de javel à 2,6%, tu fais un volume de ça, par exemple les bouteilles, hein, à 2,6%, c'est marqué sur la bouteille, léger. Hein. Tu mets un volume pour un volume d'eau.
Ah ouais, Et puis, tu as ta concentration à 1,3. Donc, bah, c'est ça, tu On divises par mélange deux. un volume Ok. de ça avec un volume d'eau. Ok. Et puis, on a du 1,3. Et ça fait un truc ultra concentré quand même. Tu fais pareil au prorata si tu as de l'eau de Javel à 9,6. Et puis, si tu as des pastilles, c'est environ 7 pastilles par litre. Donc, imaginons, je suis dans mon rucher. Déjà, je m'aperçois. Voilà, je Donc là, oh là là, il y a un doute, il y a un truc bizarre déjà. Voilà. Alors, tout ce qui peut porter des spores disparaît instantanément. Mes gants, mon lève-cadre et tout ça, Tout ce qui est en contact, quoi. voilà. Il ne faut plus l'utiliser. Donc si on a un seul lève-cadre, une seule paire de gants, on retourne à la Ça maison. va pas. On s'en va. Et on ne se balade pas dans sa voiture avec ses gants. Mais- Parce que les spores, on en fout partout. Peu d'après, on leur emmène au rucher. Juste... Etc. Non mais, il faut pratiquer la politique de la terre brûlée quand c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, on a des spores partout. En tout cas, on le suppose. On fait comme si on en avait. Si après, on infirme le, Oui, le c'est mieux dans ce diagnostic, sens-là que l'inverse. on a fait ça pour rien, mais c'est moins grave que si on n'avait pas fait ce qu'il fallait et qu'on a vraiment de la localité. Parce que c'est une question de multiplication de spores. Et là, ils vont dire, mais il y a des spores dans les ruches. Oui, mais les abeilles, elles font le nécessaire, elles équilibrent leur colonie pour rester à un niveau très bas de spores. Ouais. Une colonie qui est malade, elle fait exploser le nombre de spores d'un seul coup dans le rucher. Ah oui, Et dans c'est tout le rare rucher. qu'elle soit la seule malade après Mm. ça. Sauf si c'est en toute fin de saison et qu'elle n'a pas le temps d'être pillée. Oui, d'accord. Alors là, tu as un Donc on a un petit seau avec un couvercle. Eh ben, on met le lève-cadre, les gants là-dedans, un petit bidon, on sait combien on a mis de litres d'eau là-dedans, on a les pastilles de Javel, 7 pastilles par litre, on remue, on met tout le bazar là-dedans, Et on laisse et puis au moins, on sort son deuxième kit de matériel pour finir la visite. Donc la désinfection, sur le champ, c'est ça. C'est facile avec la Javel parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin de matériel très compliqué. Et surtout, il faut que ça soit bon marché. La Javel, c'est quand même relativement accessible. Alors, en bio ou quoi, il y a des gens qui ne veulent pas utiliser la javel. Alors, en bio, normalement, tu as le droit de désinfecter qu'à la vapeur et au chalumeau. Donc, Théoriquement, c'est ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas, et C'est bien on peut de leur voir donner ça. raison, si ça se trouve, on verra dans le futur, mais ils ne veulent pas utiliser ni de soude, ni de javel, ni rien Mais du tout. si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais là, on peut pas. Là, il n'y a pas de choix. Bah, non. Si, on peut tout brûler. C'est ce que font certains. Hein. Quand ils trouvent de la loque américaine, ils disent rien, ils brûlent tout. Ouais, mais pas la ruche. Et puis les lève-cadres, et puis les La gants, et ruche. puis tout ça. Bah non, mais désinfection. Mais Ouais, mais là, c'est pareil, des infections. C'est vapeur ou il feu. faut être efficace, c'est tout. Encore une fois, c'est comme pour le dépistage tout à l'heure, on est efficace ou on fait rien. Voilà. C'est pas Ben, la peine de je faire suis l'apiculture d'accord, si on... Donc les méthodes de résolution de la loque américaine, c'est déjà surveiller ces ruches, savoir où elles en sont. Si on a un déséquilibre, par exemple après l'essaimage, attention. Ou si on a eu du pillage, attention, etc., etc. Ça va être des moments, des facteurs de déséquilibre. Ou quand on a fait des divisions, etc. Chaque fois qu'on va changer la répartition abeille-couvain, chaque fois qu'on a eu une autre maladie du couvain, chaque fois qu'il y a eu une période pluvieuse à la mi-saison, etc., etc., etc. Il va y avoir des tas de facteurs de risque qui s'empilent, Ouais. parce qu'on sait qu'il y a une grande partie des ruches qui sont porteuses de spores, à des bas niveaux. Mais les ruches qui n'ont pas de spores, elles ne peuvent pas développer de loque américaine. Donc c'est bien aussi d'épargner celles qui n'ont pas encore de spores. Donc c'est un combat sur deux fronts en même temps. Mais de toute façon, la spore, on ne peut pas combattre contre elle. On peut juste gérer la multiplication de spores par les ruches malades. Ça, on sait faire, si c'est pris à temps. Et puis, gérer les équilibres de la ruche qui permettent aux colonies porteuses de spores de ne pas devenir malades. Mhm. Alors des études, hein, critères 2-3 ans avant la maladie, on détecte des spores dans le miel. 2-3 ans avant 2-3 ans avant. Ah ouais. Il y a une forte corrélation à 1 an d'après 2 graphes. Mais En 2001, 2003, est-ce qu'on les peut pas études. dire que toutes les colonies sont porteuses de sport? Non, il y a eu une étude épilobée qui a été faite en plus. Les portages par les colonies, c'est dans l'ouest de la France, donc Ouais. une zone qui est particulièrement touchée par la loque américaine. Mhm. Je crois que c'est 60% des ruchers qui connaissaient la spore. Mhm. Donc c'est pas non plus toutes les ruches. Sous-entendu, certaines ne connaissaient pas. Ouais. Et puis c'est pas tous les ruchers, c'est pas toutes les ruches. Donc il faut pas exagérer, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, Mhm. mais tout le monde n'en a pas. Et si on peut D'accord. ne pas en ramener chez soi au cas où on n'en ait pas, ça serait pas plus mal. Tu m'étonnes. Ouais. Voilà. Donc on verra les facteurs de risque après, mais il y a les méthodes qui sont utilisées, on va pas rentrer dans les détails, parce que de toute façon c'est des choses qui sont prescrites par le vétérinaire qui vient visiter les ruches en cas de suspicion, puisqu'on le déclare. Hein. On Oui. déclare à la DDPP, pareil. Les méthodes, c'est transvasement, c'est autorisé en France, en début de saison pour des colonies fortes, c'est fait pour sauvegarder des colonies fortes et de valeur. Mhm. On va pas essayer de récupérer des boiteuses en cours de saison, elles vont clair. tirer les autres au fond avec. Hein. Voilà.
Il faut être hyper propre dans toutes les manips. Et les techniques de transvasement, elles peuvent être aussi destinées à d'autres maladies, pas forcément toutes les maladies du couvain où les colonies n'arrivent pas à s'en dépêtrer, on peut utiliser le transvasement. Il y a des échecs fréquents parce que les spores et bacilles peuvent persister jusqu'à 2 mois dans le tube digestif de l'abeille nettoyeuse. Donc le transvasement, c'est une procédure qui dure en gros 72 heures maximum. Donc on est censé avoir nettoyé les abeilles en 72 heures. On sait que ça persiste jusqu'à 2 mois dans le tube digestif. Simoneau, il a étudié l'affaire, il préconise une quarantaine de 18 mois après avoir eu des cas de loca américaine. 18 mois, c'est une étude de 2007. Il y a une forte baisse du nombre de spores, mais pas blanchiment de la colonie, selon Hansen et Brodgaard en 2003. C'est quoi le blanchiment de la colonie? Blanchiment de la colonie, c'est le fait de ne plus avoir de spores. D'accord. Donc la colonie reste à risque quand même. Alors la destruction de la colonie, si elle est fortement atteinte, s'impose. Si elle affaiblit, elle a commencé à se faire piller, donc il y a de fortes chances qu'on soit obligé de transvaser les autres ruches du rucher. Oui. C'est du boulot, hein. Donc c'est le boulot de l'apiculteur d'empêcher les ruches cliniquement non symptomatiques de devenir symptomatiques. C'est une question de propreté de travail, de marche en avant dans la visite des ruchers, de surveillance du couvain, de respect de l'unité du couvain, de vigilance accrue à certaines périodes. Il faut éviter d'accroître la pression infectieuse en travaillant avec du matériel qui n'est pas nettoyé, pas désinfecté. Il faut reconnaître les signes d'alerte. Voilà. En faisant rentrer un petit peu de technique, de méthode d'observation dans les ruchers, c'est ce qu'avait montré Epilobé en 2012-2013. D'une année sur l'autre, on divisait par 2 la prévalence des maladies comme la loque américaine. Divisé par 2. Divisé par 2. En imposant une formation continue aux apiculteurs. Ouais. On peut continuer ? Ouais, en imposant une formation continue aux apiculteurs. La caméra au bout de 2 heures. Donc, en obligeant les apiculteurs à acquérir une certaine technique, à continuer à se former et à travailler collectivement, en adhérant à des organismes sanitaires par exemple. Les Allemands, les Belges, ils sont passés, prévalence passée dans l'étude Epilobé à laquelle ils ont participé aussi, c'était européen. En Belgique, on avait des prévalences, alors en France, j'ai dit on avait divisé à peu près par 2 d'une année sur l'autre. Ouais. On avait une prévalence de 11,6 à 4% d'une année sur l'autre. En Belgique, on est passé de 0,7 à 0%, et d'Allemagne de 0 à 0. Et ils ont 100% quasiment de leurs apiculteurs qui sont affiliés à un organisme sanitaire. Ils se forment, ils apprennent à observer, ils sont sensibilisés au risque. Ils disent pas, moi j'ai pas de varroa, moi j'ai pas de loque américaine, moi j'ai pas ça. On n'est pas bon à cause de ça. Uniquement, en Nouvelle-Zélande, ils ont mis carrément en place un système où ils sont obligés de se déclarer. Bon, nous aussi on est obligé de déclarer les ruches, mais pour avoir des ruches, il faut que tu passes un brevet d'agrément. Il y a une taxe qui est prélevée sur les apiculteurs qui est destinée à financer un organisme qui s'occupe carrément officiellement pour le gouvernement de gérer toutes ces choses-là. Ils sont à 0,3% de prévalence actuellement, voilà, inférieur à 0,3, et l'objectif c'est d'être à 0,1 en 2022. Voilà, donc on est largement au-dessus de ça. Il y a une étude de Kersozon et Franchi qu'on fait en 2017, c'est des collègues. Est-ce qu'ils ont des soucis de mortalité comme on a? Eh ben, ils ont d'autres problèmes, eux. Mais si tu veux, ils viennent de prendre varroa déjà, il y a quelques années. Ouais. Donc avec tous les virus qui vont avec, on a un petit peu de recul grâce à eux à cause de ça. Mais ils prennent les choses à bras le corps, si tu veux. On ne peut pas laisser filer les choses dans tous les sens et puis pas faire ce qu'il faut. Voilà. Alors les facteurs de risque, eh ben, ils sont... Pour la loque américaine. Alors, il y a les spores, évidemment, en premier, les spores. Alors les spores, on peut les trouver dans le miel, on l'a dit. Ouais. Une bonne détection apparemment des colonies non symptomatiques, ça serait de chercher par PCR dans les débris d'hivernage. PCR dans le tiroir en dessous. Apparemment, ça serait un bon moyen de détecter les colonies porteuses. C'est Polymerase Chain Reaction. C'est pour amplifier un signal génétique d'un agent qu'on recherche. Par exemple, si tu n'en as pas beaucoup, il est en dessous du seuil de détection, tu le multiplies, tu fais multiplier son signal génétique pour pouvoir le détecter. Et après, tu peux le compter. C'est ce qui est utilisé, par exemple, sur les affections virales chez l'abeille. Donc, pas oublier que c'est un danger sanitaire de première catégorie. Donc, déclaration obligatoire. En attendant confirmation du diagnostic et ou intervention de l'agent mandaté, eh ben, on ferme les ruches mortes, on les condamne. On ne déplace pas les autres colonies, on ne déplace rien du tout, on ne touche à rien. Et on désinfecte tout ce qui a été en contact avec le rucher. Voilà. Les facteurs de risque, eh ben, varroa, carence protéique, pillage, tout ce qui transporte des spores, encore une fois, densité de rucher,
Rucher abandonné. Alors, de la même façon que Varroa, le facteur de risque de l'oc américaine en charge de sport et en charge de Varroa, par exemple, les zones qui connaissent des fortes transhumances sont très importantes. C'est logique. Voilà. Par exemple, non, on n'en parle pas, ça va compliquer les choses. Densité, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. Pourtant, je parlais longtemps, mais il y a plein de choses dont j'ai pas parlé pour pas compliquer les choses. Donc, densité des ruchers, ruchers abandonnés, on a eu le cas encore il n'y a pas longtemps en Haute-Saône, rucher abandonné qui a arrosé des ruchers autour, qui a été confirmé positif, qui vient d'être détruit. SMage, introduction d'essaims, combien de gens achètent des sports en achetant des essaims, déséquilibre, abeilles couvain, autres maladies de couvain, dérive, humidité, c'est connu qu'on a des zones qui sont plus touchées en France, qui sont liées un peu à des facteurs climatiques. Changement de cire insuffisante ou cire de mauvaise qualité à cause des sports, toujours. Hygiène de la colonie, test du couvain congelé, savoir si elles sont capables de s'en débarrasser vite avant d'être débordées. Transfert de cadre, évidemment. Pas de grille à reine, nourrissage au miel, miel avec sport. Colonie faible ou retard d'élimination des malades. Insuffisance de mise en place de mesures correctives. Surveillance insuffisante, portage de matériel à cause des sports. Désinfection insuffisante. Enfin, c'est carton plein presque pour la loc américaine. Ouais. Les mesures, ça va être des bonnes pratiques, encore une fois. C'est pas un truc qui est ciblé sur la loc américaine. On va résoudre tous les problèmes en adoptant des bonnes pratiques. C'est quand même ça. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas je veux lutter contre la loc américaine. Eh ben, travaille proprement et la loc américaine va partir toute seule. Oui, elle viendra pas. Elle va partir toute seule. Une fois que tu as une ruche qui a multiplié les sports, de toute façon, tu en as pour un moment. Il faut penser l'inverse. Elle viendra pas. C'est du préventif. Alors, la loc américaine, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va pas rentrer dans les sujets polémiques, machin, déclarations et tout ça. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Voilà. Loc européenne. Loc européenne, Melisococcus plutonus, Gram+, une bactérie Gram+ aussi, mais qui ne sporule pas. Elle, la larve, elle meurt en 4-5 jours. Donc elle, c'est une maladie de couvain ouvert. Donc on va avoir un couvain ouvert qui est très peu homogène, avec des couleurs différentes, des larves affaissées dans les alvéoles. C'est quand même assez visuel. Au début, ça se voit pas beaucoup, mais quand c'est fortement atteint, alors pareil, on a encore des histoires d'odeur là-dedans. Après que ça sent la colle, moi j'ai jamais senti la colle. Non, pas la colle, le vinaigre, pardon. Le vinaigre, excusez-moi, désolé. Le vinaigre. Moi j'ai jamais senti le vinaigre dans des ruches touchées fortement par la loc européenne. Ça peut être un repère pour certains qui ont un bon odorat, je suppose. Donc sa gravité est très variable en fonction de la souche qui est en présence, et puis en fonction d'autres bactéries qui y accompagnent, dont le fameux Pénibacillus alvei dont on a parlé tout à l'heure. C'est un facteur d'apparition de signes cliniques sur une ruche qui est porteuse et infectée inapparente, et c'est un facteur de gravité pour une ruche qui est malade. Son impact a grandi énormément depuis les années 90, comme la mycose, surtout dans l'est de la France et la Suisse pour ce qui nous concerne. Il y a une recrudescence à la mi-saison, c'est connu. La larve peut mettre plus de temps à mourir, donc des fois on a des couvains operculés qui est touché. Des fois ça file un peu, c'est pour ça qu'on définit maintenant une loc européenne atypique. Ah, c'est bon, c'est quoi ça ? On a un protocole qui a été diffusé, donc on le propose aux gens qu'on visite, si on en trouve, qu'il y a une suspicion, on leur offre un cadre neuf, et puis ils nous laissent un cadre atteint, puis nous on envoie ça au laboratoire à Antipolis, et puis moi je fais comme ça en tout cas. Pour définir si c'est un cas de loc européenne atypique, alors voilà. Qu'est-ce que si on trouve une loc américaine là-dessus, ça sera déclaré quoi. Oui. Voilà. C'est tout. Elle file, elle touche du couvain operculé, elle fait dégringoler bien quand même l'état des colonies. Ça peut faire penser à une loc américaine, c'est pour ça qu'on dit que c'est une loc européenne atypique. Ah ouais. Mais alors, tu es en diagnostic sur le rucher, tu trouves ça, elle file, tu diagnostiques qu'elle est américaine, non ? Doute, analyse. Alors quand on a une déclaration sur la loc américaine, déclaration obligatoire. Visite avec un audit, observation, recommandation et prélèvement. Visite, prélèvement. Plus APMS, arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Au résultat, soit tout repart comme avant. C'est juste de la loc européenne ou c'est autre chose où on prend les mesures nécessaires comme sanitaires qui s'imposent. Oui. Parce que si on a fait un prélèvement, c'est pas pour rien. Mais il n'y a pas de blocage. Voilà. Et si c'est de la loc européenne, il y a arrêté préfectoral. J'ai dit ça, t'as dit européenne, mais c'est américain. On revient en arrière, je recommence.
Loque américaine, Et si c'est la loque américaine... arrêté préfectoral de déclaration d'infection. Donc après, ça, là, il y a définition d'une zone. On a la zone de confinement. C'est valable aussi pour l'anosmose, pour toutes les maladies réglementées. Une zone qui peut changer de... Comme pour les vaches, pour les cochons, pour tout. Hein. Voilà, il y a 2 zones. Alors pour la loque américaine, c'est 3 km et 2 km. Okay. Cette zone-là, c'est la zone de protection autour de la zone de confinement. La zone de protection, elle va être visitée. Tous les ruchers sont référencés. Comment on appelle ça sont recensés. Recensés, oui. Et sont visités. La zone de surveillance, il y a mouvement interdit comme dans la zone de protection, mais ils ne sont pas systématiquement recensés. Ça nous fait une zone tampon au cas où on retrouve un cas, par exemple ici. Ben, on est quitte que ceux-là soient sauvés entre-temps, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est juste pour un aparté pour expliquer comment ça se passe. Donc, si on a sur une loque européenne une suspicion de loque américaine, de toute façon, on fera un prélèvement. Et de toute façon, je vous conseille d'appeler. Parce que si vous avez de la loque américaine et puis que ça part en live, vous n'allez pas vous en sortir tout seul. Donc, la présence conjointe de Pénibacillus alvei peut aggraver les choses. On a dit que ça pouvait tuer aussi des larves tardivement. Ça peut aussi laisser survivre l'abeille. Elle peut émerger. Elle sera handicapée, elle sera rétrécie, elle aura des glandes hypopharyngiennes toutes rabougries. Donc l'important c'est de connaître la conduite à tenir. Donc déjà, conditions d'hygiène. Ça éveille aux conditions d'hygiène la loque européenne. Ça nous donne une chance de nous rattraper avant que ça soit trop tard. Alors la conduite à tenir, si c'est peu atteint, on élimine les cadres qui sont atteints, on remet des cadres à construire et on nourrit plein pot pour provoquer un blocage de ponte. Et on réobserve au bout de 2 semaines. D'accord. Si la colonie est plus atteinte, moins de la moitié des cadres de couvain atteints par exemple, si la colonie est plus atteinte que c'est une colonie de valeur et qu'on est en première moitié de saison, on peut faire un transvasement. Ça vaut le coup. Il faut faire attention, la loque européenne est considérée comme moins grave que la loque américaine, mais elle résiste quand même à 1 an de dessiccation. Elle peut persister dans le miel, dans les jabots et tout ça. Donc il peut y avoir quand même une transmission relativement pérenne. Puis si la colonie est fortement touchée, plus de la moitié des cadres touchés, ou si on est avancé dans la saison qui ne permet pas le transvasement, il faut éliminer la colonie. C'est tout. Hein, voilà. Parce qu'encore une fois, c'est une maladie du couvain, même si elle n'est pas réglementée, elle épuise la colonie, elle prive la colonie d'une relève, et c'est pas ce qu'on cherche pour une colonie en bonne santé. Il faut s'occuper de ses colonies comme on s'occuperait de son animal, quoi. Oui, et puis à terme, c'est tout le rucher quoi, qui est impacté. Et le rucher, il descend, le niveau sanitaire du rucher descend à chaque fois qu'une ruche est malade. Donc la ruche malade, si on peut la sauver, tant mieux, sans mettre en danger le rucher. Si on a peu de chances de la sauver, qu'elle restera affaiblie et qu'elle va mettre en danger le rucher, il ne faut pas avoir de cas de conscience, quoi. Alors loque européenne, on a les mêmes facteurs de risque, sauf l'humidité, bien qu'elle puisse, alors moi je ne l'ai pas vu référencé, bien qu'elle puisse à mon avis jouer un rôle aussi. Le rucher le plus infecté de loque européenne que j'ai vu jusque-là, c'était un rucher qui était en plein vent. Et toutes les ruches étaient touchées, massivement. Je crois qu'elle arrive à garder des colonies dans des conditions comme ça. La grille à reine, c'est pas mentionné comme un facteur de risque de loque européenne, alors que c'est un facteur de risque de loque américaine. Je pense c'est parce que si l'abeille, la reine va pondre dans la hausse, on va avoir des cadres qui auront contenu du couvain, donc qui auront contenu de la spore, et on va les mettre sur une autre ruche après. Voilà. La loque américaine n'est pas dangereuse pour l'homme, hein, juste en passant. Par contre, c'est très dangereux pour les abeilles. Donc la grille à reine est utile pour éviter que les spores se baladent dans les hausses et puis se repassent d'une année sur l'autre sur les autres ruches. Hein, c'est un facteur de transmission. Et puis on a tous les autres, c'est carton plein, la loque européenne, encore une fois, sauf réserve miella, par exemple, c'est pas mentionné. Et puis les expositions de ruchers ne sont pas mentionnées, bien que moi j'ai vu le cas avec une zone venteuse, quoi, voilà. Alors, les bonnes pratiques, parce que ça sert à rien, donc on a dit, hein, de viser, je veux tuer SBV, je veux tuer varroa, je veux tuer... Alors varroa, on a on a des mesures pour maîtriser sa population, mais on peut pas le... T'as pas fini ta phrase. Excuse-moi. Mais il faut que je fasse un arrêt. Non, mais on fait une transition sur les bonnes pratiques, là, en fait. Voilà, oui. Hein, les bonnes pratiques, c'est un médicament, les bonnes pratiques. Ça marche là, ça tourne? Bon, les bonnes pratiques, c'est le médicament. Prévention, bonne pratique. Parce qu'une fois qu'on est parti dans des ruches loqueuses, des ruches qui tremblent de partout, des ruches infectées de varroa,
infester de varroa massivement, on est obligé de faire du curatif. Et le curatif sur les abeilles, c'est pas simple. Donc on va faire du préventif. Les préventifs, c'est des bonnes pratiques. On mettra la photo, si je t'ai mis une photo de Kern. Oui. Voilà. Alors, les ruches, elles sont co-exposées. Explique ton Kern, là. C'est bien beau de mettre une photo, mais... Photo de Kern. C'est l'image de la colonie. La colonie, elle est en équilibre en permanence avec un tas de petites pierres collées les unes sur les autres qui dépendent de la stabilité des autres. Si on a une qui se casse la figure, c'est tout l'édifice qui tombe. Et les facteurs de risque, c'est ces petites pierres-là. Et nous, il faut qu'on s'arrange pour qu'elles restent bien cohérentes et bien en équilibre. Si on laisse une partir en déséquilibre, eh ben, elle va entraîner toutes les autres. Et c'est là qu'on a apparition de maladies. Les agents causaux, ils sont pour la plupart déjà présents dans de nombreuses ruches. Donc on ne peut pas les éradiquer. On peut juste maîtriser leur expression clinique pour que les colonies restent en bonne santé, puissent produire du miel et donner des essaims et rendre heureux l'apiculteur. C'est important aussi ça. Donc, l'équilibre, c'est le maître mot. Souvent, on a coexposition à plusieurs facteurs de stress, dont l'apiculteur fait partie, hein, avec ses manipulations et tout ça. Manipuler doucement, faire attention, tout ça, ça fait partie aussi. C'est pratique. Des insuffisances d'apport, des facteurs biologiques, climatiques, physiques, chimiques, qui ne dépendent pas tous de nous, mais qui peuvent être améliorés par une meilleure exposition du rucher, par tout simplement un rucher couvert, par exemple, ou des choses comme ça. Pour un amateur, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc les mesures de protection contre... Là, je lis parce que ça fait partie du guide de bonne pratique. Hein. Ça, c'est une bonne acquisition aussi. De l'ITSAP. On en parlera à la fin. Les mesures de protection contre tous agresseurs consistent dans le maintien de colonies fortes, en équilibre, on l'a dit. Donc par les apports alimentaires, par le choix de l'emplacement. Immunocompétentes, par la sélection. Par exemple, le test du couvain congelé. Ou autre. Hein. Mesures de prévention sanitaire individuelle et collective. Contrôle à l'introduction avec une quarantaine. On préconise une quarantaine de 2 mois. Normalement, pour l'introduction des essaims et colonies, ça va. Donc on a vu avec l'étude de Simoneau de 2007, jusqu'à 18 mois pour les suspicions de 40 antécédents de loca américaine. Hein. Donc l'objectif à l'échelle du superorganisme, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre métabolique, et puis l'équilibre en général de la colonie. Donc c'est permis par la conjonction des immunités individuelles, on a vu richesse en protéines, apport des acides aminés essentiels, etc. Et puis collectif, c'est-à-dire l'hygiène générale, l'épouillage, la durée d'operculation, etc. Donc le choix de l'emplacement, déjà, il est capital. Parce que c'est de ça dépendent tous les apports de ressources. Il faut une densité de ruches le plus faible possible, un calendrier floral qui soit étudié, il faut connaître son environnement, de l'eau saine à proximité, l'exposition du rucher importante, pas trop à l'ombre. On voit que en plein soleil ces dernières années, ça peut être un petit peu préjudiciable, mais c'est plus préjudiciable de rester quand même à l'ombre à la mi-saison. L'environnement apicole, c'est important, pas être à côté entre guillemets de crados ou de ruchers abandonnés, ou connaître son environnement apicole, c'est bien aussi. Discuter avec les autres, savoir leurs pratiques, savoir à quel risque on s'engage, éventuellement, puis se sauver en courant si on sent que ça sent pas bon, et maîtriser les facteurs de risque de toute façon. Hein. Donc un habitat sain, on remplace les ruches vétustes, on use autant que possible d'un plancher grillagé ou de plancher nicoplastique, ça peut être un... ils vont bien ceux-là. Ouais, c'est bien ça. Niveau hygiène, c'est pas mal. La nourriture diversifiée de qualité, alors le pollen, le meilleur substitut de pollen, c'est le pollen. On peut aussi récupérer du pollen en usant modérément des trappes à pollen, mais on récupère du pollen, on le met sous vide au congélateur, ça se garde 1 an, sans problème. Quand on le décongèle, c'est comme s'il venait de le ramener. Ça sera toujours mieux que donner de la levure de bière qui est trop riche en sodium ou des choses comme ça. Voilà. Alors il y a 10 acides aminés essentiels pour l'abeille, leucine, isoleucine, valine, méthionine, le tryptophane. Il y en a 10 qu'elles ne peuvent pas synthétiser, qu'elles sont obligées de ramener avec le pollen. Donc s'il en manque de certains pendant un certain temps, l'élevage n'est pas possible. Par exemple, le pollen de pissenlit, qui les sauve des fois au début de saison, on sait quand même que l'élevage est difficile dessus parce qu'il est très carencé en tryptophane. Et puis il y en a d'autres qui sont plus riches. Le mieux, c'est d'avoir en permanence en période d'élevage un cadre de couvain, l'équivalent d'un cadre de couvain, avec 4 ou 5 couleurs différentes. De pollen. De pain d'abeille. Mais de pain d'abeille, de pollen, tu dis de couvain. Ouais. De pollen, avec 4 ou 5 couleurs de pollen différentes, de pain d'abeille, donc en l'occurrence. Un cadre, l'équivalent d'un cadre complet de pain d'abeille, avec 4 ou 5 couleurs différentes. Voilà.
pour avoir des apports le plus diversifiés possible, de ne pas avoir de carence protéique. Bon, les besoins, on passe, ça n'a pas tellement d'importance. Celles qui font 1 kg de pain d'abeille, il faut 15-25 kg de réserve pour passer l'hiver, en faisant attention que ça ne soit pas que du pollen. Tu avais fait une vidéo là-dessus, intéressant. Je sais plus, oui. Une ruche qui était bien lourde pour passer Ah, l'hiver, oui, mais oui. il y avait pratiquement que du pollen. Et donc équilibrage, ça ne veut pas dire qu'on passe son temps à se balader avec les cadres d'une ruche à l'autre, mais il faut veiller à ce qu'on n'ait pas des ruches trop faibles dans un rucher, parce qu'elles vont forcément finir par être malades, elles vont se faire piller, elles vont transmettre leur maladie aux autres. Réduction des entrées au nourrissage à la récolte, etc. Enfin, truc classique, quoi. Équilibrage des réserves aussi. Alors, les réserves individuelles, elles existent sous la 5e tergite, c'est le 3e segment visible de l'abeille, en plus des réserves collectives. Quand on a des abeilles qui collectivement dans une ruche commencent à être toutes rapetisses, rachitiques, elles sont raccourcies, c'est net des fois. Abeilles, Des fois on regarde un cadre, on dit elles sont petites ces abeilles-là. Oui. Ça veut dire qu'elles crèvent la dalle. Hein. Voilà. Que... Même quand on a des réserves, des fois il y a du miel qui n'est pas accessible, ou elles n'ont pas assez d'eau pour le reliquéfier, enfin il y a des choses qui ne vont pas, on a des abeilles qui crèvent de faim, même quand elles ont des réserves. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'action de Varroa? Alors Varroa, il a une baisse de taille des abeilles, oui. Mais on ne peut pas avoir une ruche qui est hyperactive, avec des abeilles rétrécies en grand nombre, sans couvain mosaïque. Oui, si c'est le Varroa. Tout est dit. Il y a un certain nombre de choses. Si tu en es à avoir la moitié de tes abeilles qui font la moitié de leur taille, au niveau de l'abdomen, tu auras déjà une ruche qui est en effondrement complet, avec des nymphes cannibalisées et tout. Si tu n'as pas d'autres signes, il y a de grandes chances que ça soit quand même de la disette. De toute façon, disette et varroa, c'est les 2 causes principales de mortalité hivernale. Ouais. Ça, on n'en sort pas de ça. Toutes les études convergent vers ça. Ça ne veut pas dire que les autres risques sont nuls. Hein. Oui, bien sûr. Donc, le remplacement régulier des cires, c'est important. L'idéal, c'est d'être en autosuffisance en cire d'opercule. C'est possible, c'est en général géré par les professionnels. Les amateurs, on le fait beaucoup moins bien. Oui. Parce qu'on fait moins de miel déjà, donc on a moins de cire d'opercule. Le problème des cires, bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais il y a plein de problèmes avec les cires. Ça va mieux quoi. Portage de spores, portage de... Il y en a qui sont adultérés avec de la stéarine. Il y a eu un gros effort de fait quand même. Il y a eu un gros effort de fait. Il faudrait que les cycles de thermisation soient mieux maîtrisés, etc. Mais en général, oui, c'est vrai qu'il y a du mieux. L'idéal, c'est d'avoir sa cire. Voilà. Maintenant, en plus, dans les organismes apicoles, les syndicats, ils ont des gaufriers, on peut faire sa propre cire. Il suffit de bien désinfecter le matériel avant de l'utiliser. Voilà. Et on achète uniquement de la cire d'abeille quand on en achète. Parce que d'appeler sa cire autorise à y inclure à la limite des cires synthétiques. Hein. Ah ouais? Ah ben évidemment. Plus de 80% des cires qui sont vendues comme cire, pas comme cire d'abeille. Donc tu peux pas protester après s'il y a rajouté de la stéarine ou des choses comme ça à 50 fois la dose normale. Ou, voilà. Ah, si tu as des cires qui s'effondrent, cire d'abeille. Putain, c'est fou. Tu demandes expressément la mention cire d'abeille. Pratique quotidienne, manipuler doucement, on l'a dit, proprement, marche en avant. Quand on a une ruche qui est un petit peu suspecte, la dernière fois on a dit qu'il faudra que je la guette la prochaine fois, mais celle-là on la regarde en dernier. On va pas plonger la tête dedans pour se foutre des spores ou des choses comme ça plein les gants et aller en mettre partout dans les autres après. Toujours la marche en avant. Et sous le coude, le seau de javel qui est prêt à être utilisé, qui est pas forcément, et on ne met pas forcément les pastilles tout de suite dedans, on le prépare quand on en a besoin. Parce que la javel, elle s'utilise dans la journée. Hein, c'est pas... Oui, c'est comme ça. On l'utilise pas pendant 15 jours. Hein. Donc les visites sanitaires, vraiment sanitaires, on explore tous les cadres des 2 faces en détail. Visite sanitaire 2 fois par an, plus après essaimage, s'il y a un gros essaimage, ou ciblé en cas de besoin. Et avant tout transfert de cadre, on vérifie que sa ruche est parfaitement en état. Si on a le moindre doute sur les mois précédents, on ne prend pas de cadre dans cette ruche-là. C'est pas la peine d'aller dauber des autres. On ne casse. Deux fois par an, c'est vraiment le minimum pour moi. On ne casse pas le couvain. Tu sais, il y en a, si on leur dit déjà de le faire 1 fois par an, de visiter les cadres sur 2 côtés, des 2 faces, en voyant tous les opercules, oui. Ils disent pas la tête, non? Ben alors, c'est la base. Le minimum, c'est 2 fois par an, plus après l'essaimage. Ah ouais. S'il est massif, même après l'essaimage, je le fais systématiquement. Ben oui. Et puis, avant d'utiliser du matériel de ruche, il faut être certain de son état sanitaire. Si on va prendre un essaim, on va enlever 2, 3, 4 dans la ruche, il faut savoir ce que... Moi j'hallucine. Non mais c'est pour ça... Tu sais, si on a autant de problèmes sanitaires en France, c'est parce qu'il n'y a pas de formation continue. Il faut qu'on se prenne en main. Hein. Alors, sanitaire. Le sanitaire, c'est l'organisation donc de l'épidémiosurveillance. C'est ce qu'on fait en visitant nos ruches régulièrement, même quand elles vont bien. De la prévention
et de la lutte contre les maladies et troubles des abeilles. C'est les missions des organismes à vocation sanitaire, ça. Objectif, assainir, améliorer les conditions de l'apiculture. Et ça je rajoute moi, c'est pas punir ou désigner des coupables. La police sanitaire, c'est pas désigner et punir des coupables. C'est aider à assainir le cheptel. Non, mais complètement. Donc c'est une aide, c'est une assistance qui en plus, concernant les dangers de première catégorie, est financée par les pouvoirs publics. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur de déclarer. On les aide. Alors, en plus, la zone de confinement, elle est même plus nommée dans le... Enfin, en tout cas chez nous, ils ont pris garde de ne plus nommer la zone de confinement dans la PDI. C'est-à-dire que comme ça, les gens ne se font pas montrer du doigt, etc. quoi. Mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Du moment d'être plus propre. Et puis en plus, il y a une mission pédagogique en même temps que la visite du rucher. Les gens comprennent des choses, etc. Les gens ne sont pas méchants, ils sont juste pas au courant, c'est tout. Oui, ben à la limite, voilà. Là on touche aussi du doigt quelque chose qui c'est pas bien normal, quoi. Je veux dire, prendre des abeilles et pas savoir qu'elles peuvent tomber malades, bon. C'est l'aspect spécial de la filière apicole, hein, ça. Ouais. Donc une colonie en bonne santé, c'est une colonie qui ne présente pas de signes de maladie, qui a un rapport entre les abeilles adultes et le couvain qui est conforme à ce qu'on attend à cette saison-là, qui a une activité de butinage qui est conforme à ce qu'on attend, et qui a une quantité de réserve conforme à ce dont elle a besoin dans les semaines à venir. Voilà, c'est à la fois subjectif et objectif, c'est 4 critères à prendre en compte. Donc, une colonie en bonne santé, comment on va estimer ça? On va déjà regarder, ça a l'air d'être bête, on part de la base, hein. Mais on arrive, on voit la planche de vol, est-ce qu'on a des traces, des débris, une bonne mobilité des abeilles, est-ce qu'on a des bagarres, est-ce qu'elles repoussent des abeilles, à l'intérieur, est-ce qu'on a des réserves de miel et de pollen en quantité équilibrée, est-ce qu'on en a suffisamment, est-ce qu'il y a espoir qu'elles refassent des réserves avant d'en avoir besoin, la population, quand on a l'habitude, ça marque quand il n'y a pas assez d'abeilles dedans ou quand elles ont une attitude particulière. La vigueur de la reine, des fois il y a des reines, elles sont toutes molles, elle doit se déplacer d'une certaine façon parmi les abeilles, être correctement accompagnée. Un respect de l'espace vital par les teignes, et si on est la ruche habitée et pleine de fausses teignes, il y a des questions à se poser sur le respect de leur espace vital qu'elles font régner les abeilles. Quand on a plein de fourmis dedans et tout, il y a un gros problème. Là, il faut obligatoirement revoir la souche, c'est clair. Il faut revoir, c'est pratique. J'avais quelqu'un qui m'avait dit une fois, ma ruche, ma colonie, elle est morte de teigne. Non, elle est morte d'autre chose, et la teigne a pris la place. Elle a été ravagée par la teigne parce que la colonie était assez forte pour se faire respecter. C'est clair. J'ai jamais vu ça, moi. Je veux dire, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le couvain. Oui. L'aspect, est-ce qu'on a de la ponte? Tout simplement, déjà. Les gens, il faut qu'ils apprennent à observer les œufs, c'est pas si compliqué que ça. On a éventuellement la herse et puis l'allumette sous la main pour nous aider à faire du diagnostic. Toujours l'hivernage avec parasitisme allégé, on en a parlé, on ne revient pas dessus. Les introductions avec une quarantaine, on en a parlé aussi. Et il y a une conduite globale de sélection douce. Il faut connaître l'âge de ces reines, même si on ne les marque pas. Il faut au moins avoir une idée. Est-ce qu'elle a SME? Tac, on marche sur le toit, SMH. Donc on sait que cette reine, elle est de cette année. S'il y a de la ponte après, on sait que la reine est 2019. Hop, même si on n'a pas mis un petit point vert dessus. Le test d'hygiène, je rabâche, mais le test d'hygiène, c'est à portée de tout le monde. C'est hyper enrichissant pour vos colonies. Et puis la sélection douce, c'est diviser les bonnes colonies. Pas diviser par défaut sur les colonies qui sont en train de se sauver pour avoir plus que des colonies essaimeuses. Laisser s'en aller les vilaines, faut pas avoir de regrets. On laisse s'en aller les vilaines, elles vont être adoucies par les mâles du reste du rucher. Puis petit à petit, elles seront moins essaimeuses, plus gentilles, etc. Retrait de couvain mâle, on insiste particulièrement sur les ruches dont on ne veut pas qu'elles nous donnent de la descendance. Parce qu'on a dit que les mâles sont d'une importance capitale dans la transmission des gènes, quoi. Désinfection toujours, locaux, véhicules, outils, matériel de l'apiculteur, cadre, ruche et ruchette. Tout ça, ça doit être examiné en détail. À chaque fois qu'on range quelque chose, qu'on va déplacer quelque chose, est-ce que c'est propre? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Une fois que c'est déplacé, on en a foutu dans la bagnole, on en a mis sous nos godasses, on en a mis partout. On en a mis dans le garage, on en a mis, voilà. Il faut être sûr, chaque fois qu'on déplace quelque chose, de ce qu'on fait. Grattage, nettoyage, on ne revient pas dessus. Attention à la sécurité quand on utilise du feu, évidemment, on ne fait pas ça dans la maison. On fait pas pareil, on fait pas fondre de la cire sur le gaz dans la cuisine, enfin voilà, etc. C'est la base, quoi. La chimie, ça peut être dangereux aussi, on l'a dit, aussi bien être désinfectant qu'autre chose, qu'on manipule de la soude et ainsi de suite. On fait pas n'importe quoi. Ça, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a encore pour 3 jours. Le chalumeau, c'est brunissement, noircissement du bois, pas autre chose. Hein. À l'extérieur, carrément brûlé, les trop vieux cadres, corps, etc. On garde pas des trucs poreux qui sont des nids à infection. La javel, on pense à maintenir sous l'eau ce qui flotte. Moi je fais tremper 30 minutes et puis après vos côtes par exemple pour pas qu'elles s'abîment trop vite vous rincez un coup en cycle court à la machine. Il faut les rincer, bien sûr.
Comme le matériel. D'ailleurs, même les masques, on peut les mettre à la machine à froid du moment qu'on les met à l'intérieur de la cote. Oui, d'accord. Voilà, faut pas que ça se déchire, quoi. Alors, pour terminer, je l'ai dit depuis le début, formation continue, formation continue. Qu'est-ce qui nous différencie des pays qui réussissent mieux que nous en sanitaire? La fameuse étude de Kersozon et Franchi, qui est disponible dans la santé de l'abeille l'an dernier, est vraiment édifiante à cet égard-là, c'est-à-dire qu'elle montre que la seule différence, c'est plutôt encourageant d'un autre côté, parce qu'on n'a pas des souches particulièrement méchantes de l'oc américaine, on n'a pas des abeilles complètement débiles, on n'a pas... C'est juste qu'on se forme pas, on n'est pas éveillé, on n'est pas observateur, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas réagir. Il faut apprendre, c'est tout, c'est pas difficile. Hein. Non, c'est vrai. Ça, tout s'apprend. Alors, s'abonner à des journaux, alors je vais pas faire de la pub, dire les autres ils vont dire ouais pourquoi il n'a pas parlé de nous, mais la santé de l'abeille c'est quand même une référence. Oui. Voilà, en matière sanitaire, je parle que de sanitaire. Hein. Moi je suis pas zootechnique, d'ailleurs je vais pas te parler de zootechnique, j'aurais l'air ridicule. Mais en sanitaire, la santé de l'abeille c'est une bonne référence. C'est tout à fait possible de le lire entièrement à chaque fois parce qu'il paraît tous les 2 mois. Il y a le guide de bonne pratique apicole qui est édité par l'ITSAP, qui est une bonne référence de document aussi qu'on peut mettre en annexe de son registre d'élevage. Il faut tenir un registre d'élevage. C'est obligatoire de toute façon. Hein. C'est obligatoire et c'est une bonne mémoire. Bah oui. Parce que quand on commence à avoir 10-15 ruches, je suis désolé, on se souvient plus, celle-là, ruche-là, il y a 3 ans, elle vient d'où? Celle-là, qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est qui sa mère et tout. Il y en a qui ont une mémoire colossale, ils ont de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc il faut noter. Sur les toits, ça peut se faire sur l'année, mais après, il faut reporter ça sur quelque chose de sérieux. Voilà, registre d'élevage obligatoire de toute façon. Donc, adhésion à un syndicat GDS, Union Apicole, pour action collective, formation, information et des tas de services qui sont proposés. On fait des cours en rucher école, tous les ans on a des gens différents qui sont... J'ai jamais vu quelqu'un qui quittait l'enseignement du rucher école au bout du cycle d'1 an en disant c'est nul, j'ai rien appris. Ils ont tous la banane, ils ont tous fait quelque chose de nouveau chez eux après. Moi j'en connais un, mais c'est un cas spécial. Big up Mathieu. Non, d'ailleurs, que Jean-Marie Barbançon, dans un santé de l'abeille justement du printemps, là, président de la FNOSAD. Le président de la FNOSAD faisait un édito en terminant sur ces mots en disant, bon, je ne vais pas citer au mot près, mais il disait qu'on avait un défi à relever, qui était que chaque apiculteur finalement soit son propre TSA. Ah ouais, bien en sûr. fait, pour le tout venant, je ne dis pas pour des choses compliquées ou pour des manipulations ou des recommandations particulières, mais pour le tout venant, on doit devenir aussi technique qu'un TSA, au moins pour les manipulations, puis pour la rigueur de la marche en avant, entre autres. Voilà. Il faut comprendre avant tout, donc ça c'est le mot de la fin, il faut comprendre avant tout qu'en face d'une maladie, il n'y a pas un médicament, c'est pas l'oc américaine, il y a ça, varroa, il y a ça, il n'y a pas un médicament, il y a une attitude à avoir. Ça c'est valable pour toute l'économie, tous les itinéraires techniques, toutes les régions du monde, et c'est invariable d'une année sur l'autre si tu veux. Quand tu as une bonne attitude avec tes colonies, c'est pas perdu, ça sera toujours utile. Et contre toutes les maladies surtout. Et il y a surtout un agent causal principal qu'il faut éviter d'avoir dans la colonie, mais on peut encore, même quand il est là, éviter qu'il se manifeste par une maladie clinique. Voilà. Donc il y a un agent causal, d'accord, mais il y a aussi une colonie, avec ses forces, ses faiblesses, qu'on est chargé de renforcer. Et puis un apiculteur, avec ses erreurs. On est souvent à la base des problèmes. Et parfois de nombreux facteurs de risque, donc à maîtriser au mieux. Et ça passe encore et toujours par l'apiculteur. Aussi bien les souches que les maladresses qu'on fait, et la formation de l'apiculteur. Et la formation de l'apiculteur. Il n'y a pas de honte à se former, de toute façon. Bah non, même en se formant toute sa vie, à mon avis, il en faudrait... Il faudrait plusieurs vies pour réussir à être au point, je pense. Hein, sur les abeilles, on connaît vraiment partiellement. C'est clair. Donc on se forme tout le temps. Et c'est de l'autre côté, on progresse que tant qu'on se forme. Bon, on dira au revoir ici, parce que là on a bouffé toute la capacité de l'autre caméra. On va dire au revoir ici. Alors, je suis désolé, je ne suis pas formé au discours technique ou quoi. J'ai peut-être oublié des choses. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer entre le moment où on a fait cette vidéo et le moment où vous la regarderez. Il y a sûrement d'autres points de vue sur certaines choses. C'est assez long, je pense que je vais couper en deux, je sais pas. Merci en tout cas. Merci à toi. Fait cet exposé. Pour moi, c'est d'utilité publique ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ça. Et j'espère qu'il va y avoir plein de gens que ça va pousser à faire attention, tout simplement. Oui, faire attention. Même de toute façon, de faire un pas, c'est le début pour faire les autres pas. Bien sûr. C'est pas si compliqué que ça en fait. On prend chaque ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire progresser ce facteur de risque? Il y a des choses qui ne sont pas complètement sous contrôle. Le pillage et l'essaimage, la dérive, c'est quelque chose qu'on connaîtra toujours. Mais il faut essayer de les limiter. Oui, enfin quand même. Il faut essayer de les limiter et de ne pas apporter de l'aggravation, quoi. Ne serait-ce que réduire l'entrée des ruches, ou mettre des couleurs, ou j'en sais rien. Il y a toujours... Et là, c'est laisser libre cours
à l'inventivité de chacun aussi. Parce que les inventeurs, c'est des gens qui ont Bien sûr. trouvé des trucs qu'avaient pas pensé les autres. Mais pas faire n'importe quoi non plus. Non plus, non plus. Merci beaucoup, Joseph. Joseph Le Tondal, vétérinaire. Bon, bah, quand tu veux dans les ruches, mais pas par ce temps-là. Ouais, là. Ben, enfin, au moins, on a un peu de pluie, quoi. Allez, Voilà. on termine là. Merci, À bientôt. salut les gens. Ciao.